L'odeur de pourriture envahit les narines de Léo Martin avant même qu'il n'ouvre complètement le sac en plastique noir que quelqu'un avait laissé sur le trottoir de l'avenue des Tilleuls. Cette rue de Neuilly-sur-Seine, où les hôtels particuliers avaient des portails électroniques et des caméras qui suivaient chacun de ses mouvements comme des yeux mécaniques jugeant son existence. Ses petites mains de 10 ans connaissaient déjà chaque texture des poubelles des riches, le verre coupant des bouteilles de bon vin, le papier brillant des emballages de chocolat suisse, le plastique épais des pots de glace qui coûtaient plus que la nourriture d'une semaine entière pour sa famille, qu'il plongea les doigts entre des restes de nourriture qui sentaient encore les épices chères, et en sortit 3 bouteilles d'eau gazeuse vides, celles en verre vert qui valaient 10 centimes chacune chez le ferrailleur. Le père Michel, 30 centimes, qui pourrait acheter 2 pains de la veille à la boulangerie de Madame Claire, 2 pains qui maintiendraient sa sœur Laura en vie un jour de plus, parce que la faim était comme ça. Pas quelque chose d'abstrait qu'on lisait dans les livres d'école qu'il n'avait jamais fréquenté, mais une douleur concrète qui lui creusait l'estomac chaque matin quand il se réveillait dans la baraque en contreplaqué où 7 personnes se partageaient 12 mètres carrés de terre battue recouverte de carton pour masquer. L'humidité qui montait et pourrissait tout, qu'il rangea les bouteilles dans le sac en toile usé qu'il portait sur le dos et leva les yeux vers l'immeuble de 20 étages, aux vitres miroitantes qui reflétaient le ciel gris de pollution. Et là, au dernier étage, à travers le verre fumé, il réussit à voir sa silhouette, Béatrice Fournier, la femme qui avait détruit sa famille, avec la signature d'un stylo Montblanc qui coûtait plus que 3 mois de loyer de la maison où il vivait avant d'être expulsé comme des ordures, qu'on jette dans la rue sans y penser à 2 fois. « Léo, viens, j'ai envie de faire pipi et je n'en peux plus. » La petite voix de Laura coupa ses pensées et il se tourna pour voir sa sœur de 7 ans, serrant ses petites jambes maigres couvertes d'un short de garçon 3 fois trop grand pour elle. Héritage de quelqu'un qui avait eu pitié et jeté de vieux vêtements à la porte de l'église de sœur Agnès, les yeux de Laura étaient trop enfoncés dans sa petite tête et ses lèvres gercées saignaient aux commissures quand elle essayait de sourire, mais elle souriait encore. C'était ça qui dévastait Léo de l'intérieur chaque jour. Comment pouvait-elle encore sourire, alors que la vie ne lui donnait aucune raison de le faire? « Il y a des toilettes publiques là-bas sur la place, » dit-il en prenant sa main qui n'était que des os recouverts d'une peau trop fine. « Viens, on va vite avant que le vigile nous chasse. » Ils coururent sur le trottoir et Léo sentit les yeux des gens aux vêtements propres et aux chaussures sans trous les suivre avec ce mélange de pitié et de dégoût qu'ils connaissaient si bien. De la pitié parce qu'ils étaient des enfants, du dégoût parce qu'ils étaient pauvres, sales, sentant les ordures et la sueur, mais il ne s'en souciait plus. Il avait appris il y a longtemps que la honte est un luxe pour ceux qui ont le ventre plein. Celui qui a faim ne peut pas se permettre d'avoir honte de quoi que ce soit. La place était vide à l'exception d'un sans-abri dormant sous un vieux journal et de 2 agents de sécurité privés d'une résidence voisine fumant une cigarette et riant de quelque chose sur leur téléphone. Léo emmena Laura aux toilettes publiques qui puaient l'urine séchée et le désinfectant bon marché. Il attendit dehors en comptant les secondes, parce que laisser Laura seule n'importe où était trop dangereux dans cette ville où des enfants disparaissaient et où personne ne cherchait quand c'était des enfants pauvres. Quand elle sortit en s'essuyant les mains sur ses propres vêtements, parce qu'il n'y avait ni essuie-main ni savon, il prit le sac à dos usé qu'il portait toujours et en sortit la seule chose de valeur qu'il possédait, une Bible de la taille de la paume de sa main, couverture en simili-cuir déjà écaillée sur les bords, pages jaunies et détachées, un cadeau de sœur Agnès le jour où il avait eu 7 ans et avait décidé qu'il voulait connaître ce Jésus dont tout le monde parlait à l'église. « On va prier », dit-il, et Laura soupira de cette manière fatiguée de celle qui a déjà fait ça 1000 fois, mais obéit parce que Léo était l'aîné, et aussi parce qu'au fond d'elle, elle croyait encore que les prières fonctionnaient même quand la vie prouvait le contraire tous les jours. Ils s'agenouillèrent là, sur le trottoir sale de la place, tandis que les agents de sécurité les observaient en riant doucement et en faisant des commentaires que Léo faisait semblant de ne pas entendre. Il ferma les yeux et commença « Seigneur Jésus, je sais que tu es occupé à prendre soin de tant de gens dans le monde, mais je dois te demander encore une fois pour Madame Béatrice Fournier. Cette femme qui habite dans l'immeuble là-bas, elle nous a pris notre maison, et à cause d'elle, mon père est parti de honte parce qu'il n'a pas réussi à nous protéger. À cause d'elle, ma mère pleure tous les jours et devient de plus en plus maigre et faible.
À cause d'elle, Laura et moi devons fouiller les poubelles pour ne pas mourir de faim. Mais tu as dit dans la Bible qu'on doit aimer même ceux qui nous font du mal. Alors je prie pour elle. Touche son cœur, Jésus. Fais-lui voir que son argent ne la sauvera de rien. Seul toi tu sauves. Amen. Laura répéta l'amen d'une petite voix et essuya son nez qui coulait toujours parce qu'elle avait quelque chose à la poitrine qui la faisait tousser la nuit, quelque chose qui nécessitait un médicament qui coûtait 150 €. Et il n'aurait jamais 150 €, même s'il fouillait les poubelles, pendant 3 mois d'affilée sans rien manger. Léo rangea la Bible dans son sac à dos et prit le sac en toile. Ils avaient encore 5 rues à parcourir avant que le camion poubelle ne passe et n'emporte toutes les bouteilles et canettes qui étaient de l'argent déguisé en ordures. « Allons-y, Laura, il faut être rapide aujourd'hui, » dit-il, et elle le suivit entraînant son propre sac qui était petit mais encore trop lourd pour son corps frêle. La douleur de voir sa sœur souffrir était pire que la douleur de sa propre faim, pire que les coupures sur ses pieds nus, pire que son dos endolori de porter des charges toute la journée, parce que Léo avait encore l'espoir qu'un jour les choses s'amélioreraient pour lui. Mais pour Laura, si petite, si fragile, il avait peur. Il avait très peur qu'elle ne tienne pas jusqu'au jour où les choses s'amélioreraient. 20 étages au-dessus d'eux, à ce moment précis, Béatrice Fournier finissait d'ajuster son collier de perles Mikimoto sur son cou fin et artificiellement bronzé. Chaque perle avait coûté plus que le salaire annuel d'une famille entière. Mais elle ne se souvenait même plus combien elle avait payé parce que les chiffres perdirent leur sens quand on avait tellement d'argent que compter devenait une perte de temps. Le miroir en pied du dressing reflétait une femme de 53 ans qui en paraissait 40 grâce à 17 interventions esthétiques que son chirurgien plastique préféré avait réalisées au cours des 10 dernières années. Ses cheveux blonds cuivrés tombaient en vagues parfaites sur ses épaules nues, couvertes seulement par les fines bretelles de sa robe. Versage bleu marine qui avait coûté 10 000 € et qu'elle ne porterait qu'une seule fois, parce qu'apparaître 2 fois avec la même tenue était inacceptable dans le cercle social où elle évoluait. Elle prit son sac Hermès Birkin orange, qui avait une liste d'attente de 2 ans et une valeur équivalente à celle d'une voiture populaire, mit du rouge à lèvres Tom Ford sur ses lèvres, qui n'étaient plus ses lèvres originales, mais une version augmentée et sculptée au scalpel, et descendit par l'ascenseur privé qui la menait directement du penthouse en triplex au garage souterrain où son chauffeur Jean attendait à côté de la limousine Mercedes noire aux vitres teintées. « Bonjour, madame. »« Fournier !» la salua Jean en retirant sa casquette avec ce respect mêlé de peur que tous ses employés affichaient. Elle ne répondit pas parce qu'elle ne répondait jamais aux salutations des employés. Elle entra simplement dans la voiture et s'enfonça dans le siège en cuir beige, tandis que l'air conditionné glacial séchait la sueur microscopique que la chaleur de Paris avait osé produire sur sa peau. Elle prit la mallette en cuir italien, où étaient organisés les dossiers du jour. 17 familles à expulser, 17 obstacles entre elle et le profit de 20 millions € du nouveau projet immobilier qui transformerait ce terrain de la banlieue en résidence de luxe. Les noms étaient sans importance. Famille Almeida, famille Cardoso, famille Costa. Juste des noms sur des papiers qui devaient signer des ordres d'expulsion pour qu'elle puisse ajouter quelques millions de plus à son compte en banque, qui avait déjà tellement de zéros qu'elle-même n'en connaissait pas le montant exact. « Les affaires sont les affaires », murmura-t-elle pour elle-même, comme un mantra qu'elle répétait chaque fois qu'un reste de conscience osait se manifester, et la conscience venait de moins en moins ces derniers temps. Étouffée par des années de pratique à ignorer la souffrance des autres, comme on ignore une publicité à la télévision, dans quelque chose d'agaçant mais facilement réduit au silence en appuyant sur un bouton. La voiture glissa dans les rues de Neuilly en direction de son bureau à La Défense, le cœur financier de Paris, où les gratte-ciel de verre rivalisaient pour voir lequel toucherait de plus près un ciel toujours gris de pollution. Béatrice révisait mentalement son agenda du jour, quand son regard distrait tomba sur le trottoir et elle vit 2 enfants, un garçon et une fille, sales, pieds nus. Penchés sur des sacs poubelles comme des animaux cherchant de la nourriture, la vision ne dura que 3 secondes avant que la voiture ne tourne au coin de la rue. Mais ce fut suffisant pour que quelque chose d'étrange se produise. Le garçon avait levé les yeux vers elle, vers sa voiture. Et même à travers la vitre foncée, même avec la distance, ses yeux avaient rencontré les siens. Et dans ses yeux,
Il n'y avait pas de haine, comme elle s'y attendrait de la part d'un enfant pauvre regardant une riche. Il y avait quelque chose de pire. Il y avait de la pitié, de la compassion, comme si le garçon avait pitié d'elle, et non l'inverse. L'idée était si absurde que Béatrice secoua la tête et retourna à ses papiers. Elle devenait trop sensible. Elle devait augmenter sa dose de Lexomil. Le bureau occupait le 40e étage d'un immeuble où le mètre carré coûtait plus qu'une maison entière dans les quartiers périphériques. Tout y était conçu pour intimider. Le sol en marbre italien importé qui brillait comme un miroir, les canapés en cuir véritable dans la salle d'attente, les secrétaires impeccablement vêtues qui parlaient à voix basse comme si elles étaient dans un temple, et au centre de tout, dans le bureau principal avec vue panoramique sur la ville, se trouvait le bureau en jacaranda massif de Béatrice, et derrière ce bureau, elle s'asseyait comme une reine sur son trône, distribuant des sentences d'expulsion avec la même aisance avec laquelle d'autres personnes distribuaient des sourires. La première famille arriva à 8 heures. Un jeune couple avec la femme enceinte au ventre énorme et le mari avec des yeux de chien battu. Madame Fournier, commença l'homme avant même de s'asseoir, la voix déjà brisée par le désespoir, s'il vous plaît. Nous avons juste besoin de 3 mois de plus, juste jusqu'à la naissance du bébé. Après, on paiera tout avec les intérêts, ce que vous voudrez. On travaille, on paiera. Ne nous enlevez pas la maison maintenant. Béatrice ne leva même pas les yeux de ses documents quand elle répondit avec cette voix froide et professionnelle qu'elle avait perfectionnée au long de 30 ans à détruire des vies. Vous avez signé un contrat. Le contrat a des clauses claires sur le défaut de paiement. Vous êtes en défaut de paiement. Donc le bien me revient. C'est aussi simple que ça, mais le bébé, murmura la femme enceinte en posant les mains sur son ventre, comme si elle pouvait protéger l'enfant à naître de la cruauté du monde. Si vous nous expulsez maintenant, mon fils naîtra dans la rue. Où votre fils naît n'est pas mon problème, dit Béatrice, en regardant enfin le couple avec ses yeux bleus artificiellement clairs, grâce à des lentilles de contact hors de prix. Mon problème est le logement que vous occupez illégalement. Signez l'ordre d'expulsion ou j'envoie la police pour une évacuation forcée. Le choix vous appartient. L'homme signa avec des mains qui tremblaient, tellement que la signature devint illisible. La femme pleura en silence avec des larmes qui coulaient sur son ventre de femme enceinte, et Béatrice appelait déjà la famille suivante, avant même qu'ils aient fini de sortir de la pièce. Deuxième famille, troisième, quatrième, cinquième, toutes avec la même histoire de désespoir racontée avec des variations légèrement différentes, toutes avec des supplications pathétiques qu'elle ignorait avec l'efficacité d'une machine. Ce fut à la 7e famille que quelque chose de différent se produisit. C'était une femme seule, peut-être 40 ans mais en paraissant 60, tant la souffrance s'était accumulée sur son visage, accompagnée de 3 enfants qui s'accrochaient à elle, comme des naufragés à des débris de navires en train de couler. La femme ne pleura pas, ne supplia pas. Elle resta simplement debout devant le bureau en jacaranda et dit d'une voix trop calme pour la situation, « Madame Fournier, je sais que vous allez m'expulser. Je sais que ça ne sert à rien de demander pitié, parce que vous n'en avez pas. Alors je suis juste venu dire une chose, et après je partirai. » Béatrice haussa un sourcil parfaitement dessiné et répondit, « Alors dites-le vite, car j'ai 10 autres familles qui attendent. » La femme prit une profonde inspiration et continua. « Il y a 6 mois, vous nous avez expulsés de la maison où j'habitais depuis 15 ans. La maison où j'ai élevé mes 4 enfants, nous sommes allés vivre sous le périphérique, parce que nous n'avions nulle part où aller. Nous dormions sur de vieux matelas trouvés dans les poubelles. Nous nous lavions au robinet public de la gare routière. Mon fils aîné Jean avait 15 ans, et il a attrapé une forte pneumonie, une très forte fièvre, une toux avec du sang. Mais nous n'avions pas d'argent pour le médecin et pas d'adresse fixe pour obtenir des soins au dispensaire. » La femme s'arrêta une seconde. Déglutie continua. « Mon fils est mort dans mes bras en s'excusant d'être malade, en s'excusant de causer des ennuis. 15 ans, Madame Fournier, 15 ans de vie jetée à la poubelle, parce que vous aviez besoin de ce terrain. » Le silence qui s'installa dans la pièce était si lourd qu'il semblait avoir une substance physique. Béatrice resta paralysée avec son stylo suspendu en l'air, pour la première fois en des années sans réponse toute prête. La femme continua avec la même voix effroyablement calme. « Je devrais vous haïr. Je devrais vouloir vous voir morte. Mais il y a une dame dans notre église, sœur Agnès, qui nous a appris à prier pour nos ennemis. Alors chaque jour je prie pour vous, je prie pour que Dieu touche votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'il ne le touche pas, vous irez en enfer.
Et même si je veux vous haïr, je ne souhaite l'enfer à personne, même pas à mon pire ennemi. » Elle prit ses 3 enfants par la main et sortit en laissant l'ordre d'expulsion non signé sur le bureau, laissant aussi quelque chose de plus lourd. La vérité nue et crue, que Béatrice n'était pas seulement une femme d'affaires efficace. Elle était une meurtrière en tailleur-chair et chaussures italiennes. Pour la première fois en 10 ans de carrière à détruire des familles, Béatrice ne put pas appeler la victime suivante immédiatement. Elle resta assise à regarder la porte par laquelle la femme était sortie, les mots résonnant dans sa tête comme des cloches d'église appelant à un jugement qu'elle ne voulait pas affronter. « Vous irez en enfer. » Elle ne croyait pas en l'enfer, ne croyait pas au ciel, ne croyait en rien d'autre que ce qu'elle pouvait toucher, acheter, contrôler. Mais quelque chose dans ces mots l'avait ébranlée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer même à elle-même. Elle secoua la tête avec force, comme pour expulser ses pensées importunes. Faiblesse, ce n'était que de la faiblesse. Et la faiblesse était le seul péché impardonnable dans le monde où elle vivait. Elle appela la 8e famille et retourna à son travail de destruction de vie avec une efficacité impeccable. À 18 heures, quand elle eut enfin terminé les 17 expulsions, Béatrice aurait dû être satisfaite. C'était 17 familles de moins. Entre elles et le profit de 20 millions, 17 victoires en une journée de travail. Mais au lieu de la satisfaction, elle ne ressentait qu'une fatigue profonde qui n'était pas physique. C'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant. C'était comme si son âme était fatiguée de porter le poids de tant de cruauté. Pensée ridicule qu'elle chassa immédiatement de sa tête. Les âmes n'existaient pas. Elles n'étaient qu'une invention de religieux faibles qui avaient besoin de croire en quelque chose de plus grand parce qu'ils n'étaient pas assez forts pour affronter la réalité crue, que la vie n'avait aucun sens au-delà de celui qu'on lui créait soi-même, et elle avait créé un sens très clair. Accumuler la richesse, accumuler le pouvoir, accumuler suffisamment pour que plus personne ne puisse jamais la blesser comme on l'avait blessée quand elle était jeune et pauvre et vulnérable. Elle descendit au garage et monta dans la limousine. « Jean, ramenez-moi à la maison » ordonna-t-elle et le chauffeur obéit en silence comme toujours. La voiture parcourut le chemin du retour vers Neuilly et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, Béatrice lui demanda de passer par l'avenue des Tilleuls, cette même rue où elle avait vu les enfants le matin, et ils étaient toujours là, le garçon et la fille. Maintenant, avec leurs sacs pleins de bouteilles et de canettes, marchant lentement sous le soleil de l'après-midi, qui brûlait encore fort même à 18 heures, « Arrêtez la voiture », dit soudain Béatrice, et Jean la regarda dans le rétroviseur avec une surprise évidente, mais obéit. Elle descendit de la limousine, et la chaleur de la rue la frappa comme une gifle. Elle était habituée à l'air conditionné perpétuel. Au confort climatisé artificiel, c'était désagréable. La sueur commença à se former immédiatement sur son front et dans son dos. Elle marcha vers les enfants qui s'arrêtèrent en la voyant, les yeux écarquillés. « Toi » dit Béatrice en pointant le garçon avec un doigt, où brillait une bague en diamant de 5 carats. « Tu me regardais ce matin, pourquoi » Léo déglutit et répondit d'une voix qui tremblait, mais pas de peur. Elle tremblait d'émotion. « Je priais pour vous, vous priiez. » Béatrice faillit rire de l'absurdité. « Pour moi, pourquoi ?»« Parce que la Bible le demande, » dit le garçon avec une conviction qui était à la fois irritante et étrangement émouvante. « Vous avez fait du mal à beaucoup de gens. Vous avez fait du mal à ma famille aussi. Mais Jésus a dit qu'on doit aimer même nos ennemis. Alors je prie tous les jours depuis 8 mois, répéta Béatrice, et sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. Pas se briser complètement, mais se fissurer. Comme un verre qui reçoit le premier impact. Avant de voler en éclats, pourquoi si longtemps? Parce que sœur Agnès, elle est la responsable de notre Église. Elle a dit qu'il faut persévérer, que Dieu entend les prières de ceux qui n'abandonnent pas. Alors je n'abandonne pas. Je prie matin et soir en demandant à Dieu de toucher votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Demanda Béatrice, et sa voix sortit plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Trop tard pour que vous soyez sauvés, répondit le garçon avec cette honnêteté brutale des enfants qui n'ont pas encore appris à mentir. Vous avez beaucoup d'argent, mais votre cœur est mort. On le voit, et un cœur mort n'entre pas au ciel. Seul Jésus peut faire revivre un cœur mort. Chaque mot était une lame coupant des couches et des couches de protection que Béatrice avait construites autour d'elle-même au long de 3 décennies. Chaque mot exposait une vérité qu'elle avait essayé d'enterrer si profondément
qu'elle croyait qu'elle n'existait plus. Mais elle existait. Elle avait toujours existé. Elle était pourrie de l'intérieur. Et enfin, quelqu'un avait le courage de le lui dire en face. Et ce quelqu'un était un enfant aux pieds nus, qui n'avait rien mais qui avait tout ce qu'elle n'avait pas. Il avait la foi, il avait l'espoir, il avait l'amour. « Votre nom ?» demanda-t-elle parce qu'elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de mettre un nom sur cet enfant qui détruisait toutes ses défenses avec des mots simples. « Léo Martin, madame, et voici ma sœur Laura, Léo », répéta Béatrice, et le nom avait un goût étrange dans sa bouche. Un goût de remords mêlé à quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Depuis combien de temps tu travailles en fouillant les poubelles, Léo ?»« Depuis mes 7 ans, madame. Tous les jours de 6 heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Et ta mère ? Ma mère fait des ménages, mais elle est malade. Elle a du diabète et de l'hypertension. Le médicament coûte 150 € par mois, et on n'a pas cet argent, alors elle ne le prend pas, et son état s'aggrave chaque jour. » À chaque réponse, le monde de Béatrice se démontait un peu plus. Elle avait dépensé plus de 150 €, rien que pour son petit déjeuner ce matin-là. Elle en avait gaspillé plus que ça en pourboire pour des toilettes qu'elle n'utilisait jamais. Et là, un enfant lui disait que sa mère était en train de mourir par manque de 150 misérables euros. C'est alors que la fillette, Laura, lâcha son sac poubelle et s'approcha de Béatrice. Elle était si petite que le sommet de sa tête atteignait à peine sa taille. Elle tendit sa minuscule main couverte de saleté et de plaies et toucha la main de Béatrice pleine de bagues chères. « Vous êtes très triste, » dit Laura avec cette sincérité brutale que seuls les enfants possèdent. « Mon frère dit qu'on doit prier pour vous parce que vous êtes perdu. C'est vrai, vous êtes perdu. » La question était si directe, si simple, si vraie que Béatrice ne put mentir, ne put fuir, ne put rien faire d'autre que ce qu'elle fit. Elle tomba à genoux là sur le trottoir sale de Neuilly, tomba comme une tour qui s'effondre et se mit à pleurer. Pas ces pleurs contenus et élégants des femmes riches dans les enterrements chics, ces pleurs laids, désespérés, déchirants, les pleurs de 30 ans de solitude déguisés en pouvoir, de cruauté déguisée en force, de vide déguisé en plénitude. Léo et Laura se regardèrent une seconde et puis, sans se concerter, sans réfléchir, ils enlacèrent simplement cette femme qui avait détruit tant de vies, y compris la leur. Ils l'enlacèrent parce que c'est ce que Jésus ferait. Ils l'enlacèrent parce que l'amour n'a pas besoin de raison. Ils l'enlacèrent parce qu'elle en avait désespérément besoin, même si elle ne le méritait pas. « Tout va bien », murmura Léo en lui caressant le dos pendant que Béatrice sanglotait dans ses bras. « Jésus peut encore vous sauver. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard tant qu'on est en vie. » Et à ce moment, agenouillée sur le trottoir sale, enlacée par ses victimes, Béatrice Fournier eut une révélation dévastatrice et simple. Elle était complètement perdue, irrémédiablement perdue. Et ses 2 enfants affamés étaient les seules personnes au monde qui se souciaient assez d'elle pour essayer de la sauver. Mais serait-il trop tard? C'était la question qui résonnait dans sa tête, tandis que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel d'un rouge sang. Serait-il trop tard ou y avait-il encore le temps de réparer ce qu'elle avait brisé? La réponse viendrait plus tôt qu'elle ne l'imaginait, car cette même nuit, 3 hommes masqués l'attendaient dans le garage de son immeuble avec des cordes, un bâillon et des plans de vengeance qui avaient été soigneusement élaborés au fil de mois de planification méticuleuse, et la transformation à laquelle elle avait tant résisté était sur le point de lui être imposée de la manière la plus brutale possible. Dans l'obscurité, dans la peur, dans la cage, la lumière d'urgence rouge clignotait au plafond du garage, créant des ombres qui dansaient entre les voitures de luxe comme des fantômes agités. Béatrice comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas, à la seconde où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Les néons qui illuminaient normalement chaque centimètre du parking souterrain étaient complètement éteints. Seule cette lumière rouge intermittente, qui transformait tout en décor de film d'horreur bon marché, son instinct lui hurla de reculer, d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, de remonter vers la sécurité de son penthouse, mais ses pieds étaient déjà sortis, et la porte se refermait déjà derrière elle avec un clic qui sonna bien trop définitif. « Jean ?» appela-t-elle en cherchant la Mercedes noire qui était toujours garée sur sa place réservée avec le chauffeur qui attendait. « Jean, où es-tu » Sa voix résonna dans l'espace vide et revint sans réponse. Seulement le silence lourd, et quelque chose de pire que le silence. Des respirations, plusieurs respirations venant de directions différentes. Elle se tourna pour retourner à l'ascenseur,
Mais elle ne fut pas assez rapide. 3 silhouettes émergèrent des ombres, avec la coordination effrayante de ceux qui avaient répété chaque mouvement. Des hommes grands, musclés, vêtus entièrement de noir avec des cagoules de ski couvrant leur visage. Ils se déplacèrent avec une efficacité brutale. Le premier couvrit sa bouche avec une main qui sentait la graisse de moteur et une rage ancienne. Le second lui tordit les bras dans le dos, avec assez de force pour faire craquer ses épaules de douleur. Le troisième lui arracha le sac Hermès qu'elle tenait comme si c'était un chiffon sans valeur et le jeta au sol où il s'ouvrit, déversant téléphone, portefeuille, clés, carte de crédit Platinum. Tout s'éparpillant sur le béton sale taché d'huile. Béatrice essaya de crier, mais la main qui couvrait sa bouche se serra plus fort, coupant le son en deux. Elle essaya de mordre, mais les doigts de l'homme étaient aussi épais qu'une corde de navire et ne bougèrent pas d'1 millimètre. Silence. La voix qui gronda à son oreille était grave et pleine d'une haine à peine contenue. « Si tu fais du bruit, je te brise le cou ici même, compris ?» Elle cessa de se débattre parce que la terreur pure avait envahi tout son corps, paralysant chaque muscle. Ils la traînèrent jusqu'à une vieille camionnette Ford rouillée, garée dans un coin sombre du garage. La porte latérale était ouverte, montrant un intérieur vide à l'exception de cordes, de rubans adhésifs et d'une odeur nauséabonde de moisi mêlée à quelque chose de pire. La violence avec laquelle ils la jetèrent à l'intérieur fit que sa tête heurta le métal avec assez de force pour voir des étoiles danser devant ses yeux, avant qu'elle ne puisse se remettre de l'impact. Ils lui lièrent les mains avec une corde épaisse qui brûlait sa peau délicate, qui n'avait jamais connu le travail manuel. Ils lui lièrent les pieds, lui mirent un bandeau sur les yeux et un bâillon dans la bouche. La panique explosa dans sa poitrine comme une bombe de désespoir. Elle était complètement sans défense, complètement vulnérable, complètement à la merci d'hommes qui la haïssaient manifestement assez pour avoir planifié cela avec un soin méticuleux. La porte de la camionnette claqua. Le moteur démarra avec un grondement de rouille et de problèmes mécaniques non résolus, et Béatrice Fournier, qui avait passé 53 ans à construire des murs de protection autour d'elle-même, découvrit que tous ces murs n'étaient qu'illusions. En fin de compte, elle était aussi fragile et sans défense que n'importe laquelle des personnes qu'elle avait détruites. Le trajet fut un cauchemar de secousses, de virages brusques, d'accélération et de freinage soudain. Elle se cognait contre les parois métalliques de la camionnette à chaque mouvement. Son corps étant meurtri, écorché, brisé petit à petit, elle essayait de compter le temps, mais la peur désorientait tout. Cela aurait pu être 20 minutes sous 2 heures. Le bandeau sur les yeux rendait impossible de savoir quoi que ce soit au-delà de la douleur croissante et de la terreur qui consumait chaque pensée. Finalement, la camionnette s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Des mains brutales la tirèrent dehors et la traînèrent sur un sol irrégulier. Elle trébucha plusieurs fois, mais ils ne la laissaient pas tomber complètement. Ils la tiraient simplement avec plus de force, lui faisant mal au bras. Une porte en métal rouillé grinça en s'ouvrant, et l'odeur qui envahit ses narines était si forte qu'elle faillit vomir dans son bâillon. Moisie, urine, pourriture, abandon. L'odeur d'un endroit où de mauvaises choses arrivaient et où personne n'entendait les cris. Ils lui retirèrent le bandeau des yeux et la réalité fut pire que tout ce que son imagination avait créé dans le noir. C'était un entrepôt industriel abandonné, des murs de briques décrépits, montrant le plâtre pourri en dessous. Un toit en tôle rouillé avec des trous par où entrait une lumière sale, provenant de lampadaires lointains. Le sol était de la terre battue tachée de vieille huile et de substances qu'elle ne voulait pas identifier. Et au centre, éclairé par un projecteur de chantier connecté à un générateur bruyant, se trouvait une cage. Pas une métaphore, pas une exagération. Une vraie cage en métal rouillé du type utilisé pour les grands animaux, peut-être 2 mètres carrés d'espace, où l'on pouvait à peine se tenir debout. L'horreur fut si intense que Béatrice essaya de crier à travers le bâillon, essaya de se débattre, essaya de faire n'importe quoi pour éviter l'inévitable. Mais ils étaient trop forts, trop expérimentés, trop las de la souffrance pour ressentir de la pitié. L'un d'eux ouvrit la porte de la cage qui grinça avec un son de rouille et d'abandon. Un autre coupa les cordes de ses pieds avec un couteau qui brilla brièvement dans la faible lumière. Le troisième la poussa à l'intérieur avec une force brutale qui la fit tomber la tête la première sur le sol immonde, plein de saleté accumulée depuis des années. La porte se referma avec un clic métallique définitif. Le loquet tomba, le cadenas se verrouilla, et ce n'est qu'alors qu'ils lui retirèrent le bâillon de la bouche
Qu'au secours fut le premier mot qui sortit, crié de toutes les forces de ses poumons qui avaient encore de l'air. Au secours, quelqu'un m'aide pour l'amour de Dieu, au secours. L'un des hommes rit, un rire sans aucun humour, juste une amertume ancienne. Crie autant que tu veux, madame. Il n'y a personne dans un rayon de 3 kilomètres, juste des rats et des cafards pour t'entendre. Et même s'il y avait quelqu'un, tu penses qu'ils aideraient une femme qui n'a jamais aidé personne de sa vie? Béatrice continua de crier, parce que c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Elle cria jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, jusqu'à ce que sa gorge saigne, jusqu'à ce qu'elle réalise la vérité dévastatrice que personne ne viendrait. Personne ne savait où elle était, personne ne la chercherait avant lundi, quand elle ne se présenterait pas au bureau. Et d'ici là, n'importe quoi aurait pu arriver. Elle arrêta finalement de crier et regarda les 3 hommes à travers les barreaux rouillés. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? De l'argent. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Je peux payer n'importe quelle somme que vous demanderez. » Le chef, identifiable par sa stature et l'autorité dans sa voix, s'approcha de la cage et s'accroupit pour être à la hauteur de ses yeux. « Vous ne me reconnaissez pas ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui était familier, mais que Béatrice ne parvenait pas à placer. « Enlève ton masque lâche », dit-elle en essayant de reprendre un certain contrôle de la situation par la colère. L'homme rit de nouveau et obéit. Il retira lentement sa cagoule, comme quelqu'un qui révèle un secret gardé depuis longtemps. Et le visage qui apparut fit glacer le sang de Béatrice dans ses veines. C'était Théo Bernard, le frère de la femme qui avait perdu son fils d'une pneumonie, le même homme qui était venu à son bureau cet après-midi-là en la menaçant qu'elle paierait. « Surprise ?» demanda-t-il en souriant sans aucune joie dans son expression. « Théo » murmura Béatrice, et sentit le monde s'effondrer complètement. « S'il vous plaît, je sais que vous êtes en colère, mais c'est un enlèvement, c'est un crime. Vous pouvez aller en prison, la colère, cracha-t-il sur le sol de terre battue. Ce n'est pas de la colère, madame. La colère passe. La colère est un sentiment temporaire. Ceci est la justice. Une justice tardive, mais qui est enfin arrivée. Vous avez détruit ma sœur, tué mon neveu de 15 ans, et vous pensiez que vous alliez vivre tranquillement dans votre penthouse de luxe, en buvant du vin cher pendant que nous souffrions. Les 2 autres enlevèrent aussi leur masque. Béatrice en reconnut un. C'était Antoine Chevalier, un maçon qu'elle avait expulsé il y a 2 ans. Un homme d'une 40aine d'années, avec des mains calleuses et des yeux fatigués. L'autre était plus jeune, peut-être 25 ans, avec le visage entièrement couvert de cicatrices de brûlures qui tiraient la peau, créant une expression permanente de douleur. « Celui-ci, c'est Romain », dit Théo en désignant le jeune homme. « Vous ne vous souvenez pas de lui, bien sûr que non. Pourquoi vous en souviendriez-vous? Vous avez juste signé les papiers. Mais lui, il se souvient de vous. Il se souvient très bien du jour où il a perdu sa maison quand il avait 16 ans. Il a vécu dans la rue, dormi sur du carton sous un pont, jusqu'à ce qu'une nuit, une bande lui mette le feu pendant qu'il dormait, pour s'amuser, juste pour le voir brûler. » Béatrice regarda les horribles cicatrices qui couvraient tout le visage du jeune homme et sentit la bile lui monter à la gorge. « Je suis désolée, commença-t-elle, mais Romain explosa en frappant la cage avec une force qui fit vibrer le métal. Vous ne sentez rien. Vous n'avez jamais rien senti. Nous n'avons jamais été des gens à vos yeux. Nous n'étions que des numéros, des dossiers, des obstacles entre vous et le profit. Vous savez combien de nuits j'ai passé à l'hôpital sans anesthésie parce que je n'avais pas de mutuelle. Vous savez à quel point une brûlure au 3e degré fait mal sans antidouleur. Vous savez quelque chose de la vraie souffrance où vous ne connaissez que la souffrance de ne pas pouvoir acheter le sac que vous vouliez. Je reconnais que j'avais tort, dit Béatrice et les larmes commencèrent à couler. Je reconnais que j'ai fait du mal, que j'ai détruit des vies. Mais ça, m'enfermer dans une cage, ça ne réparera rien, ça ne ramènera personne. Ça ne, interrompit Théo. Vous avez raison, ça ne réparera rien, ça ne ramènera pas mon neveu. Ça ne guérira pas les brûlures de Romain, ça ne rendra pas les années qu'Antoine a perdues en vivant dans des foyers. Mais vous savez ce que ça va faire. Ça va vous apprendre. Ça va vous montrer ce que c'est d'être traité comme un animal. Ce que c'est de sentir la faim, la soif, le froid, la peur. Ça va vous montrer ce que toutes ces familles ont ressenti à cause de vous. Vous allez rester ici 3 jours. 3 jours à sentir dans votre peau ce que vous avez fait aux autres. Et si à la fin de ces 3 jours, vous êtes toujours la même personne, alors on vous tue et on rend service au monde. Et si je meurs avant, demanda Béatrice, la voix tremblante, alors tu meurs
Théo haussa les épaules avec une indifférence étudiée. De toute façon, tu étais déjà morte à l'intérieur. On ne fera que rendre ça officiel. Les 3 hommes sortirent de l'entrepôt. La porte en métal claqua avec un écho qui résonna sur les murs décrépits. Le son du cadenas se verrouillant de l'extérieur fut comme une sentence de mort prononcée. Et Béatrice resta seule dans l'obscurité qui n'était rompue que par la faible lumière du projecteur qui allait s'éteindre quand le carburant du générateur serait épuisé. Elle regarda autour de la cage, 2 mètres carrés d'espace où elle pouvait à peine s'allonger. Un sol de terre battu couvert de saleté qu'elle ne voulait pas identifier. Des barreaux rouillés qui lui faisaient mal aux mains quand elle essayait de s'y agripper, et rien d'autre. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de toilette. Rien qui ne la sépare d'un animal en cage. La première nuit fut la pire expérience de sa vie. Pas à cause du froid qui pénétrait ses os à travers sa fine robe Versace, pas à cause de la faim qui commença à lui ronger l'estomac après des heures, pas à cause de la soif qui fit que sa langue commença à enfler. Le pire fut le silence. Un silence si complet et absolu qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre trop vite dans sa poitrine. Elle pouvait entendre les rats courir dans les murs et sur le toit faisant des bruits de grattement qui étaient effrayants dans l'obscurité. Elle pouvait entendre le vent siffler à travers les trous de la tôle rouillée. Elle pouvait entendre son propre esprit hurler des vérités qu'elle avait passé 30 ans à essayer de faire taire. Pour la première fois depuis des décennies, Béatrice n'avait absolument aucune distraction. Pas de travail pour se cacher, pas de télévision pour combler le vide, pas de téléphone pour prétendre qu'elle avait des amis, pas de médicaments pour dormir et oublier, pas de vin pour émousser sa conscience, rien d'autre qu'elle-même, et les pensées qui venaient comme des vagues implacables se brisant contre les rochers. Chaque famille qu'elle avait expulsée défilait dans son esprit avec une clarté photographique cruelle. Chaque enfant qui pleurait, chaque mère qui implorait, chaque père vaincu, des visages qu'elle n'avait jamais vraiment regardés, étaient maintenant impossibles à ignorer, impossibles à oublier, impossibles à pardonner. « Dieu, pardonne-moi », murmura-t-elle dans l'obscurité, mais la voix sortit si faible qu'elle était à peine audible. « Dieu, si tu existes, si tu m'entends, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi d'avoir été un monstre. » Aucune voix ne répondit. Aucun signe divin n'apparut. Il n'y avait que le silence et les rats et le froid qui s'intensifiaient à mesure que la nuit avançait. Elle essaya de dormir, mais c'était impossible. Le sol était trop dur, trop froid, trop humide. Chaque position était inconfortable. Chaque mouvement faisait que les barreaux rouillés appuyaient contre son corps, créant de nouvelles douleurs. Les heures s'étiraient avec une lenteur torturante. Chaque minute semblait durer une éternité. Elle ne savait pas s'il faisait déjà jour ou si c'était encore la nuit car l'entrepôt n'avait pas de fenêtre. Seulement ces trous dans le toit qui laissaient entrer une lumière insuffisante pour savoir quelle heure il était. La soif commença à devenir insupportable. Sa langue était collée à son palais. Ses lèvres se gerçaient et saignaient. Sa tête la lançait d'une douleur qui empirait d'heure en heure. Ce fut le 2e jour où, du moins, elle pensait que c'était le 2e jour parce qu'elle avait vu une lumière claire entrer par les trous du toit, puis s'assombrir de nouveau, que les hommes revinrent. Ils entrèrent en faisant du bruit exprès, parlant fort, riant, portant des sacs en papier qui sentèrent la nourriture, des sandwichs au jambon qui faisaient saliver sa bouche involontairement, du soda glacé dont la condensation perlait sur les bouteilles, des chips qu'il mangeait lentement, mâchant chaque bouchée devant elle avec un plaisir exagéré. « Tu as soif ?» demanda Théo en ouvrant une bouteille d'eau minérale glacée dont les gouttelettes coulaient sur le plastique transparent. « S'il vous plaît. » Béatrice tendit la main à travers les barreaux avec des doigts qui tremblaient de manière incontrôlable. « S'il vous plaît, juste une gorgée, juste pour mouiller ma langue. » Il but toute l'eau à grandes gorgées en faisant du bruit exprès, puis jeta la bouteille vide près de la cage. Assez près pour qu'elle puisse voir le plastique encore humide à l'intérieur, trop loin pour l'atteindre même en tendant le bras jusqu'à ce que son épaule lui fasse mal. « C'est comme ça que les familles se sentaient, » dit Théo en la regardant sans aucune pitié dans les yeux. Voyant la richesse si proche qu'on pouvait presque la toucher, mais toujours trop loin pour l'atteindre, voyant d'autres personnes tout avoir alors qu'elle n'avait rien. Tu comprends maintenant. Tu comprends ce qu'est un désir qui ne peut jamais être satisfait, un espoir qui ne peut jamais être réalisé. Ils mangèrent et burent tout devant elle, puis sortirent en emportant les restes de nourriture qu'ils auraient pu laisser, mais qu'ils emportèrent exprès. Une autre forme de torture psychologique calculée.
Béatrice essaya de lécher la rosée qui se formait sur les barreaux de métal pendant la nuit. Elle réussit peut-être à obtenir une cuillère à soupe d'eau. Au goût de rouille et de moisie, ce n'était pas suffisant. Loin d'être suffisant. La déshydratation commença à jouer des tours à son esprit. Elle avait des hallucinations. Sa mère, morte d'un cancer il y a 20 ans, apparaissait assise de l'autre côté de la cage. « Ma fille », disait sa mère en secouant la tête avec une tristesse infinie. « Qu'es-tu devenue? Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Je voulais juste être forte, maman. » Pleura Béatrice en parlant à l'hallucination parce que c'était tout ce qu'elle avait. « Je voulais juste ne plus jamais être pauvre, ne plus jamais être faible, ne plus jamais laisser personne me faire du mal. Et pour y parvenir, tu as fait du mal à des centaines de personnes, » répondit sa mère. « Tu es devenu exactement ce que tu avais peur de devenir. Tu es devenu le monstre. » La vision disparut. Laissant Béatrice de nouveau seule, ce fut dans l'après-midi du 2e jour qu'elle entendit quelque chose de différent des pas lourds des hommes. C'étaient des petits pas légers, des pas d'enfants venant de l'extérieur de l'entrepôt. « Il y a quelqu'un ?» appela une voix enfantine et familière, et Béatrice reconnut immédiatement. C'était Léo, le garçon qui fouillait les poubelles, le garçon qui priait pour elle depuis 8 mois, le garçon qui l'avait enlacée sur le trottoir quand elle s'était effondrée. « Oui !» réussit-elle à crier avec une voix rauque qui fonctionnait à peine. « Oui, je suis enfermée ici, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. » La porte de l'entrepôt grinça en s'ouvrant. La lumière de l'après-midi envahit l'espace poussiéreux, et se découpant contre cette lumière, se trouvait la petite silhouette de Léo portant son sac de déchets sur le dos. « Madame Béatrice », murmura le garçon choqué quand il la vit dans la cage. Son état était terrible. La robe Versace était déchirée et couverte de saleté. Ses cheveux impeccables étaient collés de sueur et de terre. Son visage maquillé était barbouillé et sale. Ses mains, toujours manucurées, étaient coupées et saignaient à force de s'agripper aux barreaux rouillés. « Léo ?» Béatrice tendit ses mains tremblantes à travers les barreaux. « Léo, Dieu merci, c'est toi, sors-moi d'ici, s'il te plaît. » Le garçon lâcha son sac et courut vers la cage. Ses yeux s'emplirent de larmes quand il vit de près ce qu'on lui avait fait. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qui a fait ça? Ils m'ont enfermé, » murmura Béatrice. « Ça fait 2 jours, je crois. Je ne sais plus depuis combien de temps. Je meurs de soif, Léo, je meurs vraiment. » Sans hésiter une seconde, le garçon courut hors de l'entrepôt. Béatrice entendit le bruit d'un robinet s'ouvrant quelque part au loin. Il revint quelques minutes plus tard, portant une vieille bouteille de soda de 2 litres, remplie d'une eau sale qui avait un goût de rouille. Mais c'était de l'eau. Il passa la bouteille à travers les barreaux, et Béatrice la prit avec des mains désespérées. Elle but comme si elle n'avait jamais rien bu de sa vie, but jusqu'à vomir parce que son estomac vide rejeta. But encore après que son estomac se soit calmé, but jusqu'à ce que la bouteille soit à moitié vide. « Doucement, madame, » dit Léo avec gentillesse. « Si vous buvez trop vite, vous allez être malade. » Quand elle s'arrêta enfin, Béatrice regarda ce garçon de 10 ans qui avait toutes les raisons du monde de la laisser mourir là, mais qui lui avait apporté de l'eau. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu m'aides après tout ce que j'ai fait ?» Léo sortit sa petite Bible de sa poche et l'ouvrit à une page qu'il connaissait manifestement par cœur. Luc 6, verset 35, lut-il. « Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous êtes mon ennemi, mais je vous fais du bien parce que Jésus l'a demandé. » « Je ne mérite pas ça, » sanglota Béatrice. « Personne ne mérite la grâce de Dieu, » dit Léo avec cette sagesse impossible pour quelqu'un de si jeune, « mais il la donne quand même. Alors je la donne aussi. » Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose enveloppé dans du vieux papier journal. C'était la moitié d'un pain dur fait maison, probablement d'il y a plusieurs jours, mais c'était de la nourriture. Ça devait être mon déjeuner, dit Léo en cassant le pain en 2. « Mais vous en avez plus besoin que moi. » « Non, Léo, » protesta Béatrice. « Tu es trop maigre, tu dois manger. Jésus a multiplié les pains 1 fois, » sourit le garçon. « Qui sait s'il ne multipliera pas celui-ci aussi ?» Il passa le pain à travers les barreaux, et Béatrice prit ce morceau dur qui valait quelques centimes. Le prit et pleura parce qu'il était plus précieux que n'importe quel repas à 1000 € qu'elle avait jamais mangé dans des restaurants étoilés. Elle pleura parce qu'il venait de quelqu'un qui n'avait rien, mais qui donnait tout. Elle pleura parce qu'elle comprenait enfin vraiment ce qu'était l'amour sacrificiel, Léo, dit-elle entre 2 sanglots. « Comment je sors d'ici? Tu peux ouvrir le cadenas ?» Le garçon examina la vieille serrure rouillée, prit un morceau de fil de fer par terre et essaya de forcer, mais ses petites mains tremblaient trop de faim et de fatigue. « Je n'y arrive pas, » pleura-t-il frustré. «
Je ne suis pas assez fort, tout va bien, dit Béatrice en lui tenant la main à travers les barreaux. Tu m'as déjà sauvé. Tu m'as donné de l'eau, de la nourriture et de l'espoir. Tu as déjà fait plus que n'importe qui. Mais je dois te sortir de là, insista Léo. Si je sors chercher de l'aide, il pourrait revenir et t'emmener. Et si je reste ici sans rien faire, tu pourrais mourir. Alors reste avec moi, dit Béatrice en le tirant plus près. Reste juste ici avec moi pour que je ne sois pas seul. Tu peux faire ça. Léo hocha la tête en séchant ses larmes. Il s'assit à l'extérieur de la cage. Adossé au barreau, Béatrice s'assit à l'intérieur, leur dos se touchant à travers le métal froid, et ils restèrent là en silence pendant quelques minutes. Une millionnaire et un ramasseur de déchets. Oppresseur et opprimé, destructeur et détruit, unis par la chose la plus improbable et la plus puissante de l'univers. La grâce imméritée, Léo, murmura Béatrice en brisant le silence. Parle-moi de Jésus, dis-moi tout ce que tu sais. Et le garçon de 10 ans, épuisé et affamé mais rempli d'une foi inébranlable, se mit à parler d'un Dieu qui descend vers les plus humbles, qui cherche les perdus, qui offre le pardon à l'impardonnable, qui transforme les monstres en humains à nouveau, et pour la première fois en 30 ans, Béatrice Fournier voulut désespérément y croire. Mais la foi serait mise à l'épreuve bien plus tôt qu'elle ne l'imaginait, car des voix connues s'approchaient de l'entrepôt. Des pas lourds d'hommes remplis d'une rage ancienne, les ravisseurs revenaient, et trouver Léo là signifierait un terrible danger pour tous les deux. « Cache-toi » murmura Béatrice en poussant le garçon. « Va vite, cache-toi » mais il était déjà trop tard. La porte s'ouvrit à la volée, et Théo entra suivi des deux autres. Ils s'arrêtèrent net en voyant Léo figé au milieu de l'entrepôt, tenant la bouteille d'eau vide. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » commença Théo. Puis ses yeux se posèrent sur Béatrice dans la cage, et il vit qu'elle n'était plus déshydratée, qu'elle n'était plus au bord de la mort. « Tu lui as donné de l'eau » cria-t-il en s'avançant vers le garçon. « Tu lui as donné de l'eau » Léo ne put répondre. Il serra simplement sa petite Bible contre sa poitrine comme un bouclier. Théo l'attrapa par le bras et le souleva du sol. Le garçon était si léger qu'il ne pesait pratiquement rien. « On a planifié ça pendant des mois » cria-t-il. « Des mois va se préparer pour faire souffrir cette femme, et tu viens ici et tu gâches tout en lui donnant de l'eau. »« Attends » dit Antoine en tirant le bras de son ami. « Regarde-le bien, c'est juste un gamin des rues. Il ne sait probablement même pas qui elle est. Je sais qui elle est. » dit Léo et sa voix sortit plus ferme maintenant malgré la peur. « Je le sais très bien. » Les trois hommes restèrent silencieux, regardant ce minuscule garçon qui parlait avec un courage disproportionné par rapport à sa taille. « Alors pourquoi tu l'as aidé ?» demanda. Romain confus, « Parce que Jésus l'a demandé », répondit Léo en ouvrant sa Bible à une page marquée. Parce que la Bible parle de l'homme qui a été agressé et laissé pour mort sur la route, beaucoup de gens sont passés sans l'aider, mais le Samaritain, qui était considéré comme un ennemi, s'est arrêté et a pris soin de lui. Il regarda Béatrice avec des yeux pleins de larmes, mais aussi d'une conviction inébranlable. « Madame Béatrice est mon ennemie. Elle m'a pris ma maison. Mon père est parti à cause d'elle. Ma mère est en train de mourir à cause d'elle. Mais quand je l'ai vue souffrir, je n'ai pas pu ne pas l'aider. Parce que c'est ce que Jésus ferait. » Le silence qui tomba sur l'entrepôt était si lourd qu'il semblait avoir un poids physique. Théo lâcha doucement le bras de Léo. Il regarda le garçon comme s'il voyait quelque chose d'impossible. « Toi, tu es une de ses victimes. »« Oui, je le suis. Et pourtant, je prie pour elle tous les jours, » dit Léo. « Depuis 8 mois, je prie en demandant à Dieu de toucher son cœur. Et aujourd'hui, quand je passais ici en ramassant des déchets et que je l'ai entendu appeler à l'aide, j'ai su que Dieu m'avait envoyé. » Antoine s'assit lourdement sur une vieille caisse en se passant les mains sur le visage. « Ça n'a aucun sens, murmura-t-il. »« Rien de tout ça n'a de sens, si, » dit une voix féminine depuis la porte. Tout le monde se retourna effrayé. C'était une femme âgée, peut-être 70 ans, appuyée sur une canne en bois. Mais il y avait quelque chose en elle qui irradiait une autorité qui ne venait pas de la force physique, mais d'un caractère forgé dans la souffrance surmontée. « Sœur Agnès !» s'exclama Léo en courant vers elle. La vieille responsable de l'église entra lentement, examinant l'entrepôt, la cage. Béatrice à l'intérieur, allaient 3 hommes armés. « J'ai suivi Léo », expliqua-t-elle calmement quand il est parti en courant en disant qu'il avait entendu quelqu'un avoir besoin d'aide. « J'ai su que quelque chose n'allait pas. Et j'avais raison, vieille sœur d'ici, » dit Théo, mais sa voix n'avait plus cette agressivité initiale. Il y avait quelque chose dans la présence de sœur Agnès
qui désarmait automatiquement. « Je ne sors pas, répondit-elle fermement, pas avant d'avoir dit ce que je suis venue dire. » Elle marcha jusqu'à se placer entre Léo et les hommes, comme si son corps fragile pouvait protéger le garçon. « Théo Bernard, dit-elle, et l'homme fit un pas en arrière, surpris qu'elle connaisse son nom. « J'ai connu votre sœur. J'étais à l'enterrement de votre neveu Jean. J'ai vu votre douleur et je la comprends. Je la comprends plus que vous ne l'imaginez. Alors ne me jugez pas de faire justice, dit Théo, mais cela ressemblait plus à une supplication qu'à une affirmation. Ce n'est pas la justice, dit doucement sœur Agnès, c'est de la vengeance. Et la vengeance n'a jamais guéri personne. Elle ne fait qu'ouvrir de nouvelles blessures. Elle a tué mon neveu. Elle a causé sa mort, oui, tout comme elle a causé des centaines d'autres tragédies. Mais regardez-la maintenant. Elle désigna Béatrice dans la cage. Regardez vraiment ce que vous voyez. Théo regarda et pour la première fois il vit vraiment. Béatrice était complètement détruite. Pas seulement physiquement bien qu'elle soit méconnaissable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'y était pas avant, un remords réel, authentique, dévastateur. « Elle est brisée, continua sœur Agnès. Vous avez déjà obtenu ce que vous vouliez. Elle a souffert, elle a compris. Et maintenant elle a besoin d'un choix. Quel choix ?» demanda Antoine. « Le choix de se relever et de réparer ce qu'elle a brisé, ou de mourir ici sans jamais avoir la chance de faire autrement. » Sœur Agnès s'approcha de la cage et regarda Béatrice droit dans les yeux. « Vous croyez en Dieu ?» Béatrice resta silencieuse un long moment, puis dit d'une voix brisée mais honnête, « Je ne sais pas. Je veux y croire, mais je ne sais pas comment. Commencez par admettre ce que vous avez fait, » dit sœur Agnès, tout sans excuse, sans justification. Béatrice regarda autour d'elle, les trois hommes qui avaient toutes les raisons de la vouloir morte. Léo qui devrait la haïr mais qui l'aimait, sœur Agnès qui la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et puis pour la première fois en 53 ans, Béatrice Fournier dit toute la vérité sans filtre, sans protection, sans mensonge. « J'ai détruit des centaines de familles », commença-t-elle d'une voix tremblante mais ferme, non pas parce que j'en avais besoin, pas par nécessité mais par cupidité, par peur, par désir d'être si puissante que personne ne pourrait plus me faire de mal comme on m'en avait fait quand j'étais jeune et pauvre et faible. Elle regarda Théo, votre neveu Jean, 15 ans, est mort de pneumonie parce que vous n'aviez nulle part où vivre à cause de moi. Je me souviens du dossier. Je me souviens d'avoir signé les papiers sans y penser à deux fois. Vous n'étiez que des numéros, des obstacles entre moi et le profit. Elle regarda Antoine, vous aussi, il y a 2 ans. Vous aviez 3 jeunes enfants. Et je vous ai pris votre maison en plein hiver parce que le terrain valait plus vide qu'avec vous dedans. Elle regarda Romain. Et vous, je ne me souviens pas de votre visage et c'est encore pire, n'est-ce pas? Si insignifiant que je ne m'en souviens même pas. Mais vous vous souvenez de moi. Vous vous souvenez de chaque cicatrice, de chaque jour à souffrir dans la rue à cause de moi. Elle tomba à genoux sur le sol immonde de la cage, pleurant sans contrôle. « Je suis un monstre, je suis tout ce que vous avez dit, et pire. Et si vous voulez me laisser ici pour mourir, je le mérite. Je mérite chaque seconde de souffrance. » Le silence fut brisé par un son inattendu. Des pleurs. Romain pleurait. Le jeune homme au visage brûlé qui n'avait jamais pleuré depuis le jour de l'agression pleurait. « J'ai attendu 9 ans pour entendre ça, » murmura-t-il. 9 ans à vouloir que quelqu'un admette, que quelqu'un reconnaisse que j'existais, que j'étais important. Il s'agenouilla de l'autre côté des barreaux. J'avais 16 ans, j'étais bon élève. Je voulais être ingénieur. J'avais une petite amie, j'avais un avenir, et vous avez signé un papier et tout s'est terminé. « Je sais, dit Béatrice, et désolé ne suffit pas. Ça ne suffira jamais, non, acquiesça Romain. Ce n'est pas suffisant. » Il fit une longue pause, mais c'est un début. Théo explosa un début. Tu plaisantes. Son aveu ne ramène pas mon neveu. Ça ne ramène rien, non, dit doucement sœur Agnès. Mais la vengeance non plus. Alors qu'est-ce que je fais de cette douleur? Hurla Théo, et pour la première fois sa voix se brisa. Qu'est-ce que je fais de cette haine qui me ronge de l'intérieur depuis que mon neveu est mort? Tu pardonnes, dit Léo avec une simplicité brutale. Tout le monde regarda le garçon. Vous croyez que c'est facile pour moi? Continua Léo avec des larmes coulant sur ses joues. Vous croyez que je n'ai pas de colère, que je ne me réveille pas la nuit en pleurant parce que mon père est parti, parce que ma mère se consume, parce que ma sœur a faim et que je n'ai rien à lui donner? Il s'approcha de Théo. J'ai 10 ans et je transporte des déchets 12 heures par jour. Mes pieds saignent, mes mains me font mal.
Et quand je vois cette femme dans ses voitures de luxe, j'ai envie de la haïr. J'en ai très envie. Mais sœur Agnès m'a appris que la haine est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. Et je ne veux pas mourir empoisonné. Je veux vivre libre. Alors je prie même si ça fait mal, même si ça semble impossible. Tu es un enfant, dit Théo mais sans aucune conviction. Tu ne comprends pas le monde réel. Je comprends que Jésus a pardonné aux hommes qui l'ont cloué sur la croix, interrompit Léo. Pendant qu'il faisait ça, il a dit « Père, pardonne-leur ». Et si Jésus a réussi à pardonner ça, je peux essayer de lui pardonner. Théo s'effondra, littéralement. Il s'effondra sur le sol en pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Antoine s'agenouilla à ses côtés. Pleurant aussi, Romain était déjà à genoux, les larmes tombant sur ses cicatrices. 3 hommes brisés, une femme brisée, un enfant qui portait une sagesse impossible, et une vieille femme qui assistait à un miracle se produisant sous ses yeux. « Laissez-moi sortir, dit doucement Béatrice. Laissez-moi sortir et je promets. Je promets sur la mémoire de chaque personne qui a souffert à cause de moi. Je passerai le reste de ma vie à réparer. Je ne redeviendrai pas riche. Je ne vivrai pas dans le luxe. Je travaillerai comme Léo travaille. Je vivrai comme vous vivez. Et chaque centime que je gagnerai, je l'utiliserai pour rendre, pour payer, pour réparer. Et si tu mens, demanda Théo en regardant à travers ses larmes. Et si c'est juste pour sortir d'ici, alors tuez-moi, dit simplement Béatrice. Tuez-moi pour de bon, parce que si je retourne à mon ancienne vie, alors je ne mérite vraiment pas de vivre. Sœur Agnès prit la clé du cadenas de la poche de Théo. Il ne résista pas. Comment saviez-vous qu'il avait la clé? Demanda Antoine. Je ne le savais pas. Sourit sœur Agnès. La foi, mon fils, juste la foi. Elle ouvrit le cadenas. La porte grinça. Béatrice ne sortit pas immédiatement. Elle resta à l'intérieur comme si elle ne savait plus comment être libre. Ce fut Léo qui entra dans la cage. Entra et tendit sa petite main sale. « Venez, dit-il. Jésus attend. » Et Béatrice prit cette main et laissa un garçon de 10 ans la guider hors de la cage, où elle avait été un animal, hors de la prison, hors de l'obscurité. Quand elle sortit, ses jambes flanchèrent. Elle tomba et Théo, par instinct, la retint. Ils restèrent là, enlacés, pleurant, oppresseurs et opprimés, destructeurs et détruits. « Pardonne-moi, murmura Béatrice. S'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi. » Théo ne répondit pas pendant un long moment, puis d'une voix étranglée. « Je vais essayer. Pas aujourd'hui peut-être, ni demain, mais je vais essayer. C'est tout ce que je peux demander, » dit Béatrice. Et ensemble ils sortirent de l'entrepôt vers le soleil qui les aveugla temporairement, mais c'était un vrai soleil. C'était une vraie lumière. C'était le début de quelque chose de nouveau qui était encore fragile et incertain, mais qui était réel. Et parfois le réel est tout ce dont on a besoin pour recommencer. La lumière du soleil était un couteau coupant les yeux de Béatrice après 2 jours et demi dans l'obscurité de l'entrepôt. Elle trébucha sur ses propres pieds en sortant, soutenue par Théo, le monde tournant en cercle désorientant. Mais il y avait quelque chose au-delà du vertige physique, c'était la sensation étrange qu'elle était morte dans cette cage et que la personne qui en sortait était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui ne savait pas encore qui elle était, mais qui savait avec une certitude absolue qui elle n'était plus. Elle n'était plus Béatrice Fournier, la femme d'affaires cruelle. Elle n'était plus la femme qui détruisait des familles sans ciller. Elle n'était plus cette chose vide déguisée en pouvoir. Elle était juste Béatrice, nue de prétention, vide de mensonges, prête à être reconstruite à partir de zéro, ou à mourir en essayant. À l'extérieur de l'entrepôt abandonné, il y avait une vieille voiture, une Renault Clio bleue toute cabossée qui devait avoir une 20aine d'années, et à côté de la voiture se trouvaient Laura et une femme que Béatrice reconnut immédiatement, même si elle ne l'avait vue qu'une fois. C'était Clarisse, la mère de Léo et Laura, la femme dont elle avait pris la maison 8 mois plus tôt. Elle était trop maigre. Le visage creusé montrant des os qui ne devraient pas être visibles, les yeux cernés de quelqu'un qui ne dormait pas bien, ne mangeait pas bien, ne vivait pas bien, mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Béatrice, il n'y avait pas de haine en eux. Il y avait de la fatigue, oui, de la tristesse, oui, mais aussi quelque chose que Béatrice n'attendait pas. Il y avait de la curiosité, comme si Clarisse essayait de comprendre qui était cette femme sale et brisée que son fils avait risqué sa vie pour sauver. « Maman ?» Léo courut vers elle et se jeta dans ses bras. « J'ai trouvé Madame Béatrice. Elle était enfermée dans une cage. Mais maintenant elle est libre. » Clarisse serra son fils avec la force de quelqu'un
qui avait cru ne plus jamais le revoir, puis regarda de nouveau Béatrice. « Vous, murmura-t-elle, vous êtes la femme qui a détruit ma famille. Je le suis, dit Béatrice avant que quiconque d'autre ne parle. Je suis la femme qui a signé le papier qui a pris votre maison, qui a causé le départ de votre mari, qui est en train de vous tuer à petit feu de tristesse et de maladie. Il n'y a aucun pardon que je puisse demander qui soit suffisant pour ça. » « Non, acquiesça Clarisse, il n'y en a pas. » Elle fit une pause trop longue. « Mais mon fils a prié pour vous pendant 8 mois. Et si Dieu met dans le cœur d'un enfant de prier si longtemps pour quelqu'un, c'est qu'il y a encore de l'espoir. » Elle tendit la main. « Je m'appelle Clarisse. Et vous avez déjà rencontré mes enfants, Léo et Laura. » Béatrice regarda cette main tendue, une main maigre pleine de callosité, à force de nettoyer les maisons des autres, tremblant légèrement peut-être à cause de la maladie, peut-être de nervosité, une main qui avait tout le droit d'être fermée en un point, mais qui était ouverte. Offrant quelque chose d'impossible, elle prit la main et sentit Béatrice. « Je m'appelle Béatrice, et je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter cette poignée de main. Vous ne la mériterez jamais, dit Clarisse avec une honnêteté brutale. Tout comme aucun de nous ne mérite la grâce de Dieu, mais il la donne quand même, alors je la donne aussi, non pas parce que vous la méritez, mais parce que je choisis de la donner. » Sœur Agnès s'approcha en posant la main sur l'épaule de Béatrice. « Vous ne pouvez pas retourner chez vous, pas encore. Ils vont vous chercher. La police, les avocats, les investisseurs, les médias, vous avez besoin de temps pour réfléchir sans pression, pour décider de ce que vous allez faire maintenant. Où vais-je rester ?» demanda Béatrice, et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle n'avait pas de réponse. « Pas de plan, aucun contrôle sur rien avec moi, dit sœur Agnès. J'ai une petite chambre à l'arrière de l'église. Ce n'est pas luxueux, mais c'est un abri. » Béatrice regarda cette vieille femme qui n'avait aucune raison de l'aider si ce n'est par pure bonté. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?»« Parce que Jésus n'est pas venu pour les justes, » répondit sœur Agnès. « Il est venu pour les pécheurs, pour les brisés, pour les perdus. Et vous êtes bien perdus maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, » admit Béatrice et les larmes revinrent. « Je suis complètement perdue. Alors venez, laissez-moi vous montrer le chemin du retour. » Ils partirent tous ensemble. Théo conduisant la vieille Clio, Antoine et Romain suivant sur une vieille moto, sœur Agnès devant donnant les directions, Béatrice serrée sur la banquette arrière entre Léo et Laura, et Clarisse de l'autre côté tenant la main de sa fille. La voiture cahota sur les routes défoncées de la périphérie de Paris, sortant de la zone industrielle abandonnée où se trouvait l'entrepôt. Traversant des quartiers de plus en plus pauvres, des maisons de plus en plus petites, des rues de plus en plus sales, jusqu'à arriver à la Courneuve, une grande cité de la banlieue parisienne, un labyrinthe de ruelles étroites et de barres d'immeubles empilées les unes sur les autres. Sœur Agnès vivait au dernier étage. Dans un endroit où les voitures ne montaient pas, alors ils durent marcher, monter des escaliers en béton irréguliers, passer devant des enfants jouant au milieu des déchets accumulés, des chiens maigres fouillant les restes, des hommes assis dans un bar buvant de la bière tiède, en plein après-midi, des femmes lavant le linge dans des bassines sur le pas de leur porte. Et tout le monde regardait Béatrice parce que même sale et détruite, elle avait cet air de ne pas appartenir à cet endroit. Elle avait la posture de quelqu'un qui avait vécu toute sa vie, le dos droit sur des talons hauts. Elle avait la peau de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé au soleil. Elle avait les mains de quelqu'un qui n'avait jamais lavé le linge à la main. Elle était de toute évidence une intruse sur ce territoire. L'église se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble, un grand local en parpaing brut, avec un plafond en plaque de plâtre et une croix en bois clouée devant. Les murs étaient peints en blanc, mais la peinture s'écaillait. Montrant la brique en dessous, les fenêtres n'avaient pas de vitres, juste des barreaux pour empêcher les voleurs d'entrer. La porte était en bois ancien et grinça bruyamment quand sœur Agnès l'ouvrit. À l'intérieur, c'était simple d'une manière presque brutale. Des bancs en bois brut sans dossier, un sol en ciment froid, une table à l'avant servant d'autel, avec une nappe blanche usée, une grande Bible et un crucifix en plastique. Au fond, il y avait une petite porte qui menait à la fameuse petite chambre. Elle était plus petite que le dressing à chaussures de Béatrice, peut-être 4 mètres carrés. Il y avait un matelas fin par terre, une petite fenêtre sans vitre, une ampoule suspendue au plafond par un fil dénudé. « Que rien d'autre, vous pouvez rester ici, dit sœur Agnès. Ce n'est pas le luxe, mais c'est à vous pour le temps qu'il faudra. » Béatrice entra dans ce minuscule réduit et s'assit sur le matelas qui était dur comme du bois.
Elle regarda autour d'elle et se mit à rire. Un rire hystérique qui se transforma en pleurs, qui se transforma en sanglots. Parce que l'ironie était trop grande. Elle avait passé sa vie à accumuler de l'espace. Un penthouse en triplex, un dressing de la taille d'un appartement, un garage pour 5 voitures, et maintenant elle avait 4 mètres carrés et c'était plus que suffisant. Laissez-la se reposer, dit sœur Agnès à tous ceux qui étaient montés avec elle. Demain commence le vrai travail. Quel travail? Demanda Béatrice. Le travail de reconstruire votre vie, répondit sœur Agnès. Le travail de payer les dettes que vous avez envers le monde, ce ne sera pas facile. Ça fera plus mal que la cage. Mais si vous êtes sérieuse à propos de changer, alors demain on commence. Je suis sérieuse, dit Béatrice en regardant la vieille femme dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Alors reposez-vous, parce que demain vous aurez besoin de force. Ils sortirent, laissant Béatrice seule dans la petite chambre. Elle s'allongea sur le matelas fin, et même si elle était épuisée, même si son corps lui faisait mal partout, même si son esprit était confus, elle ne parvenait pas à dormir. Elle resta à regarder le plafond en bois taché, en pensant à comment elle en était arrivée là. Comment elle était tombée si bas, ou peut-être, pensa-t-elle pour la première fois, peut-être qu'elle n'était pas tombée. Peut-être qu'elle était enfin arrivée au bon endroit, au seul endroit où elle pouvait vraiment recommencer à zéro. La nuit tomba et avec elle vinrent les sons de la cité, de la musique forte venant d'un appartement voisin, des enfants criant et jouant même tard, des chiens aboyant, des gens parlant fort, des gens se disputant, le bruit constant de la vie se déroulant autour sans filtre, sans isolation acoustique, si différent du silence climatisé artificiel de son penthouse, où le monde restait à l'extérieur des murs épais. Ici, le monde envahissait de tous côtés. Et Béatrice réalisa qu'elle avait passé des décennies à essayer de s'isoler de la vraie vie, construisant des murs de plus en plus hauts. Et maintenant, les murs étaient tombés et elle était complètement exposée, complètement vulnérable, complètement humaine. Elle s'agenouilla sur le sol dur parce qu'elle ne savait pas prier autrement. Joignit les mains comme elle avait vu Léo le faire. Ferma les yeux et parla: Jésus, je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si je mérite d'être entendu. Mais Léo a dit que tu aimes même les pires. Alors si c'est vrai, aide-moi. Apprends-moi à être humaine à nouveau. Apprends-moi à aimer. Donne-moi la force de réparer chaque vie que j'ai brisée. Elle attendit une réponse. Un signe, quelque chose. Et quelque chose vint. Ce ne fut pas une voix, pas une vision. Ce fut juste une paix petite et fragile, mais réelle. Pour la première fois en 30 ans, Béatrice dormit sans médicaments, sans vin, sans rien d'autre que cette paix minuscule, et elle rêva. Dans son rêve, elle voyait toutes les familles qu'elle avait expulsées, mais cette fois, elle ne l'accusait pas. Elles attendaient simplement dans une file immense qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Elles attendaient de voir si la transformation était réelle. Elles attendirent de voir si le monstre pouvait devenir humain. Et Béatrice se réveilla déterminée à prouver que oui, même si cela devait lui prendre le reste de sa vie. Le coq chanta à 5 heures du matin. La réveillant, il lui fallut quelques secondes pour se souvenir où elle était. Le plafond en bois, l'odeur de moisi, le matelas dur. Ce n'était pas la cage, mais ce n'était pas non plus le penthouse. C'était quelque chose entre les deux. C'était un nouveau départ. Des coups à la porte la firent s'asseoir. « Tu es réveillée ?» C'était la voix de sœur Agnès. Elle entra portant de vieux vêtements. Ce sont les miens de quand j'étais plus jeune. Ils seront grands, mais c'est tout ce qu'il y a. Si tu vas travailler avec Léo aujourd'hui, tu ne peux pas y aller avec des vêtements de marque déchirés. Béatrice se changea. Le pantalon en toile usée était lâche à la taille. Tenu par une corde, le chemisier délavé avait des trous aux coudes. Aux pieds, une paire de tongs si usés que le plastique était presque transparent. Elle se regarda dans un morceau de miroir cassé cloué au mur. Elle ne reconnut pas la femme qu'elle voyait. Il n'y avait plus de maquillage, plus de coiffure impeccable, plus rien qui identifiait la dirigeante puissante. Il y avait juste une femme de 53 ans effrayée qui recommençait à zéro. « Tu es prête ?» demanda Léo depuis la porte, portant 2 sacs vides. Un plus grand pour lui, un plus petit pour elle. « Je crois que oui, non tu ne l'es pas, » dit-il honnêtement. « Mais on n'est jamais prêt pour les choses de Dieu. On y va, c'est tout. » Ils sortirent ensemble dans l'obscurité. Laura suivait, somnolente. Traînant son propre sac, 3 chiffonniers contre le monde, ils descendirent les escaliers en silence. La cité dormait encore, à l'exception des travailleurs qui partaient tôt pour prendre le bus bondé. Ils arrivèrent dans les rues de Neuilly.
où Béatrice avait vécu toute sa vie, mais qu'elle voyait maintenant d'un angle complètement différent. Non plus de l'intérieur de la limousine aux vitres teintées, mais de l'extérieur du côté des invisibles. On commence ici, dit Léo en s'arrêtant devant une résidence de luxe. Leurs poubelles sont les meilleures. Mais il faut être rapide avant l'arrivée du camion. Il commença à ouvrir les sacs et Béatrice resta paralysée. Je ne sais pas comment faire, c'est facile, dit Laura en plongeant déjà ses petites mains dans un sac. Cherche les bouteilles, les canettes, le carton. Laisse le reste. Béatrice prit une profonde inspiration et pour la première fois de sa vie, plongea les mains dans les ordures. L'odeur la frappa comme un coup de poing. Nourriture pourrie, couches sales, quelque chose de visqueux qu'elle ne voulut pas identifier. Son estomac se retourna violemment. « Tu vas vomir ?» demanda Léo sans jugement. « Je crois que oui. Tout le monde vomit au début. Tourne-toi juste sur le côté. » Béatrice vomit 2, 3 fois jusqu'à ne plus rien avoir dans l'estomac. Et puis, les larmes aux yeux, elle retourna à sa tâche. Des bouteilles en plastique, des canettes en aluminium, chacune ne pesant presque rien, mais ensemble commençant à former une petite valeur. Ils travaillèrent en silence pendant près d'1 heure. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel d'une couleur orangée. Quand Léo ferma enfin son sac, « On a combien ?» demanda Béatrice. Léo pesa mentalement. « Peut-être 15, 20 euros si on a de la chance, 20 euros, répéta Béatrice. 1 heure de travail brutal, 20 misérables euros. Elle avait l'habitude de dépenser ça en pourboire dans les toilettes d'un restaurant. « Allons-y, dit Léo. Il y a encore 3 quartiers à faire avant que le soleil ne tape trop fort. » À 10 heures du matin, Béatrice était prête à abandonner. Son dos la brûlait à force d'être courbée. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant coupées par des bords de canettes tranchants et saignaient. Ses pieds, dans les tongs bon marché, étaient couverts d'ampoules, et la chaleur était suffocante. « Je dois m'arrêter », halta-t-elle en s'asseyant sur le trottoir. « Tu ne peux pas, » dit Léo, mais avec gentillesse. « Si on s'arrête trop longtemps, d'autres chiffonniers prennent la place. Il faut continuer, je n'y arrive pas. »« Tu y arrives, » dit Laura. « J'ai 7 ans et j'y arrive. Tu peux y arriver aussi. » La honte fut plus forte que la fatigue. Béatrice se releva, et c'est là qu'elle vit la voiture s'arrêter. Une Mercedes noire identique à la sienne. Et de la voiture sortit Marcel Leroy, son ancienne secrétaire, impeccable dans son tailleur gris, talons hauts, mallette en cuir. Les yeux de Marcel balayèrent la rue nonchalamment et se posèrent sur Béatrice. Un instant, il n'y eut pas de reconnaissance, parce que comment le pourrait-il? La femme sale aux pieds nus fouillant les poubelles ne pouvait pas être sa patronne, mais alors ses yeux s'écarquillèrent. « Béatrice » murmura Marcel en s'approchant. « Madame Fournier, c'est vous ?» Béatrice voulut courir, se cacher, disparaître, mais elle resta, « C'est moi !» Marcel regarda Béatrice, puis les sacs d'ordures, puis Léo et Laura, puis de nouveau Béatrice. Que s'est-il passé? Tout le monde vous cherche, l'entreprise, les investisseurs, les médias. Il y a une récompense de 100 000 euros, je sais. Alors qu'est-ce que vous faites à fouiller les poubelles? Béatrice regarda Léo. Le garçon hocha légèrement la tête. « Courage, je paie mes dettes, » dit-elle. « Des dettes, vous êtes millionnaire. »« Vous n'avez pas de dettes. J'en ai des centaines, » dit-elle en désignant Léo avec lui, avec sa famille. Avec les 17 autres familles que j'ai expulsées, rien que cette semaine-là, Marcel était bouche bée. « Vous êtes devenue folle. Vous avez été kidnappée. On vous a frappé à la tête. J'ai été kidnappée, oui. Et dans la cage où ils m'ont enfermée, j'ai enfin vu le monstre que j'étais devenue. Alors maintenant, je choisis différemment. Je choisis d'être humaine. » Marcel fit un pas en arrière comme si Béatrice avait une maladie contagieuse. « Vous êtes folle, complètement folle. » Elle prit son téléphone. « Je vais appeler Maître Antoine, votre avocat. Il viendra vous chercher, vous fera interner si nécessaire. N'appelle pas, » dit fermement Béatrice. « Marcel, je te dis de ne pas appeler. Vous ne pouvez pas tout jeter en l'air comme ça. »« Je ne jette rien en l'air, je rends. » Béatrice regarda son ancienne secrétaire dans les yeux. « Combien tu gagnes? Comment, combien tu gagnes par mois? »« 12 000, » admit Marcel confuse. « Et combien tu dépenses en loyer? 2 500. Il te reste 9 500 alors. Et même comme ça, tu te plains que c'est peu, que ça ne suffit pas, qu'il ne reste presque rien à la fin du mois. » Béatrice désigna Léo. Il gagne 20 euros par jour s'il a de la chance, 600 par mois, et il en partage encore la moitié avec sa mère et sa sœur. Marcel regarda le garçon, le regarda vraiment pour la première fois. Il, c'est un enfant.
Il a 10 ans. Il travaille depuis l'âge de 7 ans. 12 heures par jour, pieds nus, les mains en sang. Et tu sais quoi d'autre? Il prie pour moi tous les jours. Il demande à Dieu de me sauver. Moi qui ai détruit sa vie. Alors dis-moi, Marcel, qui est fou ici? Moi qui essaie de réparer, ou nous qui trouvions normal d'avoir tout pendant que des enfants n'avaient rien. Le silence fut absolu. Marcel rangea lentement son téléphone, regarda Béatrice, Léo, Laura, puis de nouveau Béatrice. Je ne sais pas quoi dire, tu n'as rien à dire. Va-t'en, retourne à ta vie. Et si quelqu'un demande, tu ne m'as pas vu mais la récompense, 100 000 €, je sais, c'est beaucoup d'argent. Sourit tristement Béatrice. Mais si tu me dénonces, tu devras vivre en sachant que tu as enlevé la dernière chance de rédemption à quelqu'un. Ça vaut ça. Marcel ne répondit pas, retourna à sa voiture en silence, monta, resta les mains sur le volant à regarder droit devant. Puis elle démarra le moteur et partit. « Tu crois qu'elle va le dire ?» demanda Léo en relâchant l'air qu'il retenait. « Je ne sais pas, » admit Béatrice, « mais si elle le fait, au moins elle y réfléchira avant. Elle se posera des questions et qui sait, peut-être qu'elle changera aussi. » Ou dit Laura avec cette honnêteté brutale des enfants, « Elle appelle dans 1 heure et tu es arrêté, où ça ?» acquiesça Béatrice. « Alors travaillons vite avant que quelqu'un ne vienne. » Ils continuèrent jusqu'à 17 heures. Quand ils s'arrêtèrent enfin, Béatrice tenait à peine debout. Chez le ferrailleur, le gros homme pesa le tout, 32 €. Léo divisa immédiatement. 10 pour lui, 10 pour Laura, 12 pour Béatrice. Il insista pour qu'elle gagne plus, parce que c'était sa première fois. Béatrice regarda les billets froissés dans ses mains. 32 €, 12 heures de travail, de sueur, de sang, de douleur. Et c'était l'argent le plus honnête qu'elle ait jamais gagné de sa vie. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» demanda Léo pendant qu'il retournait à la cité. « Je ne sais pas. Acheter le médicament pour ta mère, elle en a besoin, mais il hésita. Vous devez manger aussi pour avoir la force de travailler. Demain, tous les jours, madame. On travaille tous les jours sauf le dimanche. Le dimanche, on va à l'église. » La réalité s'abattit sur Béatrice comme une avalanche. Tous les jours. Pour combien de temps? Jusqu'à quand? Des années peut-être? Des décennies? Peut-être jusqu'à sa mort? Et elle allait devoir vivre comme ça, sans confort, sans luxe, sans rien d'autre que l'essentiel. Pour la première fois, elle comprit vraiment ce qu'elle avait promis. Cette nuit-là, de retour dans sa petite chambre, Béatrice s'effondra. Pas physiquement bien que son corps soit détruit, mais émotionnellement, elle pleura comme jamais. Elle pleura pour la vie qu'elle avait perdue, pour la transformation qui faisait plus mal que n'importe quelle cage, pour la solitude de n'avoir plus personne de son ancien monde. C'est alors qu'elle entendit frapper à la porte. « Entrez !» C'était Clarisse portant une vieille gamelle. « Léo a dit que tu n'avais rien mangé aujourd'hui. J'ai apporté du riz et des haricots. Ce n'est pas grand-chose, mais Béatrice regarda cette femme trop maigre, malade, pauvre, lui offrant de la nourriture dont elle avait probablement besoin pour elle-même. « Je ne peux pas accepter. Tu en as plus besoin que moi. C'est justement pour ça que je te le donne. » Clarisse s'assit par terre à côté d'elle. « Parce que je comprends la faim et personne ne devrait ressentir ça. » Elles mangèrent ensemble en silence. Le riz était simple, les haricots à queue. Mais ça avait le goût de l'amour. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda finalement Béatrice. « J'ai détruit ta famille. Ton mari est parti à cause de moi. »« Je sais, » dit calmement Clarisse. « Et pendant 8 mois, je t'ai détesté. Je t'ai tellement détesté que ça me rendait malade physiquement. Je me réveillais en colère. Je m'endormais en colère. Et la colère était en train de me tuer. » Elle regarda Béatrice. « Alors j'ai fait ce que sœur Agnès m'a appris. J'ai commencé à prier, pas pour moi, pour toi. Et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Parce que je devais chaque jour choisir de ne pas te haïr, choisir de pardonner même quand ça faisait mal. Et tu y arrives. Tu arrives à me pardonner vraiment. » Clarisse resta silencieuse un long moment. Parfois oui, parfois non. Il y a des jours où je te regarde et je ressens encore de la colère. Il y a des jours où je veux que tu souffres plus. Elle prit une profonde inspiration, mais aujourd'hui, quand je t'ai vu travailler avec mon fils, avec des ampoules aux pieds, les mains en sang, mais continuant, aujourd'hui j'ai ressenti autre chose, de l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, nous pourrons être guéris. Moi de la colère, toi de la culpabilité. Béatrice se remit à pleurer, et Clarisse la serra dans ses bras, et elles pleurèrent ensemble, guéries par la chose la plus improbable, le pardon. Et cette nuit-là, Béatrice comprit quelque chose de fondamental.
Le chemin du retour vers l'humanité n'était pas solitaire. Il se faisait avec ceux qu'elle avait blessés. Il se faisait à travers le pardon qu'il lui donnait, même si elle ne le méritait pas. Il se faisait un jour à la fois, un acte à la fois, jusqu'à ce qu'un jour peut-être elle puisse se regarder dans le miroir et reconnaître la personne qu'elle verrait. 3 mois passèrent comme une rivière coulant vers la mer, inexorable, transformatrice, emportant des morceaux de l'ancienne Béatrice et laissant à la place quelque chose de nouveau qui n'avait pas encore de nom défini, mais qui avait une forme plus humaine. Elle se réveillait tous les jours à 5 heures avec le chant du coq, travaillait 12 heures à ramasser des déchets aux côtés de Léo et Laura, retournait à la cité les pieds en sang et le dos endolori, mais avec une petite paix grandissant dans sa poitrine, ses mains autrefois douces avaient maintenant d'épaisses callosités. Sa peau, autrefois protégée par une crème solaire à 300 €, était maintenant brûlée et tachée par le soleil impitoyable de Paris. Son corps, autrefois sculpté par un entraîneur personnel, était maintenant maigre à cause d'une faim occasionnelle, mais fort d'un vrai travail. Elle avait perdu 15 kilos, gagné des muscles dont elle ignorait l'existence, et découvert qu'elle pouvait survivre avec bien moins que ce qu'elle avait toujours jugé nécessaire. 3 repas simples par jour, une douche au seau, de vieux vêtements rapiécés. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant parce que pour la première fois depuis des décennies, elle n'était pas vide à l'intérieur. La cité l'avait acceptée petit à petit, avec une méfiance initiale qui diminua à mesure qu'il voyait qu'elle travaillait vraiment, qu'elle vivait vraiment là, qu'elle ne partait vraiment pas. Elle connut Madame Françoise qui vivait 2 appartements plus loin et faisait un gâteau au yaourt miraculeux avec presque rien. Elle connut Monsieur Balthazar qui avait perdu une jambe dans un accident de chantier, mais souriait encore tous les jours. Elle connut la petite Amanda de 4 ans qui jouait dans la boue, mais avait le rire le plus pur du monde. Elle connut des dizaines de personnes qui auraient été invisibles pour elle auparavant, mais qui étaient maintenant des amis, une famille improvisée, une vraie communauté. Et chaque dimanche, elle allait à l'église, s'asseyait sur le banc en bois brut, écoutait sœur Agnès prêcher sur la grâce qui ne se gagne pas mais se reçoit, sur l'amour qui ne se mérite pas mais se vit, sur Dieu qui descend vers les plus humbles pour relever ceux qui sont tombés, et les mots qui auraient été du simple bruit auparavant pénétraient maintenant profondément, changeant quelque chose d'essentiel dans son âme. Elle avait commencé à croire, non pas avec une certitude absolue, mais avec une petite foi qui grandissait comme une graine plantée en bonne terre. Ce fut à la 12e semaine que la nouvelle arriva. Léo entra en courant dans sa petite chambre un soir. Les yeux écarquillés, Madame Béatrice, Marcel est revenu. Le sang de Béatrice se glaça. Elle venait la dénoncer. Venait chercher la récompense qui était maintenant de 200 000 € selon les rumeurs qui circulaient. Mais quand elle sortit, elle vit quelque chose d'inattendu. Marcel était là, mais pas en tailleur de luxe. Elle était en vieux jeans et t-shirt simple, portant des sacs de nourriture. Je n'ai pas pu oublier, dit Marcel en évitant les yeux de Béatrice. Ça fait 3 mois, et je n'arrive pas à oublier ce que vous avez dit. Le garçon, tout. Elle posa les sacs par terre. J'ai apporté de la nourriture, du riz, des haricots, de l'huile, du sucre, pour la communauté. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais aider. Marcel fit une longue pause. Et moi aussi. Moi aussi, je veux travailler. Je veux aider, je ne sais pas comment. Je ne sais pas combien de temps, mais apprenez-moi. Béatrice regarda son ancienne secrétaire, vit dans ses yeux le même éveil qu'elle avait ressenti 3 mois plus tôt. « Je t'apprendrai », dit-elle en souriant à travers les larmes. « On apprendra ensemble. » Et cette nuit-là, tandis que la cité se partageait la nourriture que Marcel avait apportée, tandis que les enfants riaient et les adultes discutaient, Béatrice réalisa quelque chose d'extraordinaire. La transformation n'était pas seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qu'elle touchait, comme des ondes sur un lac. Le changement se propageait. Ce fut Théo qui apporta la nouvelle qui allait tout changer. Il apparut un dimanche après-midi après le culte. Il avait une expression sérieuse. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Et Béatrice sentit la vieille peur revenir. « Quoi? Que s'est-il passé, l'entreprise? Vos anciens associés ont entamé une procédure pour vous déclarer légalement morte. Ils disent que vous avez disparu, que vous avez probablement été kidnappée ou que vous êtes morte. Ils veulent partager les biens, tout dissoudre. » Béatrice resta là, à digérer l'information. Son entreprise, son empire construit sur 30 ans, allait être démantelé par des gens qui ne voulaient que l'argent.
« Et vous, demanda-t-elle, que pensez-vous que je devrais faire ?» Théo la regarda dans les yeux. « Je pense que vous avez un choix. Vous pouvez y retourner, prouver que vous êtes vivante, reprendre le contrôle de tout, ou vous pouvez rester ici et tout laisser derrière vous pour de bon. Mais si vous revenez, si vous reprenez l'argent, comment saurons-nous que vous avez vraiment changé? Comment saurons-nous que ce n'était pas juste du théâtre pour sortir de la cage ?» Béatrice sentit le poids de la question comme une pierre sur sa poitrine. C'était exactement ce dont elle avait peur. Qu'au fond, elle soit toujours la même personne, que 3 mois de souffrance ne suffisent pas à effacer 30 ans de cruauté. Mais alors elle regarda autour d'elle. Les immeubles de la cité, les enfants jouant pieds nus, Léo et Laura qui étaient devenus plus une famille que n'importe quel parent de sang, Clarisse qui partageait le peu qu'elle avait, sœur Agnès qui enseignait sur Dieu tous les jours, Marcel qui avait abandonné une vie confortable pour ramasser des déchets avec elle, toute la communauté qui l'avait acceptée malgré tout, et elle réalisa qu'elle avait déjà fait son choix il y a bien longtemps, en sortant de cette cage, guidée par la main d'un enfant. « Je n'y retournerai pas », dit-elle d'une voix ferme. « Ils peuvent tout garder, l'entreprise, l'argent, les biens. Je ne veux plus rien de tout ça. » « Mais les familles ?» demanda Antoine. Il était apparu aussi avec Romain, les 107 familles que vous aviez dit que vous alliez dédommager. Comment allez-vous faire ça sans argent? Béatrice n'eut pas de réponse immédiate. Elle avait pensé utiliser une partie de sa fortune pour acheter des maisons, pour rendre ce qu'elle avait pris. Mais si elle renonçait à tout, comment allait-elle tenir sa promesse? Ce fut Léo qui parla. « On travaille », dit-il avec cette simplicité qui résolvait les problèmes complexes. « On rassemble de l'argent petit à petit. On achète du matériel de construction et on construit les maisons nous-mêmes, de nos propres mains. Ça prendra des années, des décennies peut-être, mais on le fera, vous êtes fous, » dit Romain, mais il souriait. « Vous savez combien ça coûte de construire une maison? Combien de temps ça prend? Nous savons que c'est impossible, » dit sœur Agnès en apparaissant derrière eux. « Mais nous servons un Dieu de l'impossible. Alors on commence. Et quand les gens verront ce qu'on fait, quand ils verront que c'est réel, d'autres personnes aideront. C'est comme ça que les miracles fonctionnent, ça n'arrive pas d'un coup. Ça arrive petit à petit, une brique à la fois. Et c'est exactement ce qu'ils firent. » Béatrice signa les papiers, renonçant à toute sa fortune. Les associés furent choqués qu'elle soit apparue, mais encore plus choqués qu'elle ait renoncé à tout volontairement. Les médias tentèrent d'en faire un scandale, mais elle refusa toutes les interviews. Elle prit simplement les documents, signa et retourna à la cité, et puis le vrai travail commença, avec les 20 € par jour qu'elle gagnait en ramassant des déchets, avec l'aide de Marcel qui donnait la moitié de son salaire, avec de petites contributions des gens de la communauté qui donnaient ce qu'ils pouvaient même si c'était peu. Ils commencèrent à amasser de l'argent. Il fallut 4 mois pour en avoir assez pour acheter un petit terrain dans une zone périphérique qui allait être rasée. Le propriétaire accepta de vendre à bas prix parce que l'endroit allait être démoli de toute façon, qu'alors ils commencèrent à construire. Béatrice, qui n'avait jamais tenu une pelle de sa vie, apprit à creuser des fondations, à mélanger du ciment, à poser des briques. Elle apprit que le travail manuel était plus digne que de signer des papiers qui détruisaient des vies. Théo enseignait les techniques de construction qu'il avait apprises en travaillant sur des chantiers. Antoine coordonnait car il était maçon professionnel. Romain transportait le matériel malgré les limitations de ses mains brûlées. Léo et Laura aidaient comme ils pouvaient, en transportant de l'eau, en passant des outils, en nettoyant le chantier. La première maison mit 8 mois à être terminée. Elle était simple, 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain. Rien de luxueux, mais elle avait des fondations solides, des murs droits, un toit qui ne fuyait pas, c'était un vrai foyer. Et quand ils la livrèrent à la première famille, Monsieur Gérard, l'homme de 70 ans que Béatrice avait expulsé, il pleura comme un enfant. « C'est à moi », demanda-t-il en touchant les murs, comme s'il n'y croyait pas. « C'est à vous », confirma Béatrice, les larmes aux yeux. « C'est à votre nom. Personne ne vous l'enlèvera plus jamais. » La scène fut filmée par quelqu'un de la communauté et postée sur les réseaux sociaux. La vidéo devint virale. Des millions de vues en quelques jours. L'histoire de la femme d'affaires cruelle, qui s'était transformée en humble constructrice, qui avait tout abandonné pour payer ses dettes, une maison à la fois. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des dons commencèrent à arriver. Des gens de toute la France envoyant de l'argent,
du matériel de construction, offrant leur aide. Des gens qui avaient été touchés par l'histoire et voulaient faire partie de la rédemption. Soudain, le projet qui devait prendre des décennies pouvait être accéléré. Ce ne serait pas rapide, mais ce serait possible. En 2 ans, ils construisirent 17 maisons, une pour chaque famille que Béatrice avait expulsée le dernier jour de son travail avant d'être kidnappée. Ce fut une cérémonie émouvante lorsqu'ils livrèrent la dernière de ces 17. La mère, dont le fils était mort de pneumonie, reçut les clés et dit quelque chose que Béatrice n'oublierait jamais. « Vous ne pouvez pas ramener mon fils, mais vous pouvez vous assurer qu'aucune autre mère ne perde son fils de la même manière. C'est ça la vraie rédemption. Ne pas effacer le passé, mais construire un avenir différent. » Béatrice serra cette femme dans ses bras et elles pleurèrent ensemble. Pleurèrent pour le garçon qui était mort, mais aussi pour l'espoir qui naissait de ses cendres. En 5 ans, ils construisirent 62 maisons. Il en manquait encore 45 pour compléter les 107 familles que Béatrice avait directement détruites, sans compter les centaines d'autres qu'elle avait expulsées au cours de ses 30 ans de carrière. Ce serait le travail de toute une vie, mais elle l'avait accepté, elle l'avait embrassé. Parce qu'elle avait enfin un vrai but, sa vie signifiait enfin quelque chose au-delà des chiffres sur un compte en banque. Léo grandit au cours de ces années, de 10 à 15 ans, de garçon à adolescent, mais il ne perdit jamais sa foi inébranlable. Maintenant, il prêchait à l'église le dimanche, enseignait aux plus jeunes enfants, dirigeait des groupes de prière et continuait de prier pour Béatrice tous les jours, non plus en demandant à Dieu de la transformer, mais en remerciant pour la transformation qui avait eu lieu. Laura aussi grandit, de 7 à 12 ans, et découvrit qu'elle aimait étudier. Sœur Agnès lui avait obtenu une bourse dans une école privée. Elle était la meilleure de sa classe. Elle voulait être médecin pour soigner les pauvres qui n'avaient pas accès aux soins. Clarisse allait beaucoup mieux, avec les médicaments réguliers donnés par une pharmacie qui avait été sensibilisée par l'histoire, avec assez de nourriture, avec un espoir renouvelé. Elle avait repris du poids, retrouvé ses forces, recommencé à sourire vraiment, et son mari, l'homme qui était parti de honte quand ils avaient perdu la maison, était revenu, avait demandé pardon, et ensemble ils reconstruisaient leur famille. Marcel était devenu le bras droit de Béatrice sur le projet. Elle coordonnait les dons, organisait les bénévoles, gérait la construction. Elle avait trouvé un but qu'elle n'avait jamais eu dans un bureau de luxe. Théo, Antoine et Romain étaient devenus des amis inséparables de Béatrice. Les hommes qui l'avaient kidnappée étaient maintenant des partenaires dans la mission de rédemption. Ils travaillaient côte à côte tous les jours, et parfois, quand ils s'arrêtaient pour se reposer entre 2 constructions, ils parlaient de ces jours dans la cage. « On dirait une autre vie, dit Béatrice une fois. On dirait que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. »« C'est arrivé à quelqu'un d'autre, » répondit Théo. « Cette femme est morte dans cette cage. La femme qui en est sortie était différente. Et toi, demanda Béatrice, tu as réussi à me pardonner vraiment. » Théo resta silencieux un moment. « Oui, dit-il finalement. Ce n'a pas été rapide. Ce n'a pas été facile. Il y a une cicatrice qui ne disparaîtra jamais complètement. Mais oui, j'ai pardonné. Et je me sens libre pour la première fois depuis la mort de mon neveu, parce que la haine est une prison, et le pardon est la liberté. » Romain toucha les cicatrices sur son visage. « Ces marques resteront pour toujours, dit-il. Mais elles ne font plus mal. Avant, elles me faisaient mal à l'âme tous les jours. Maintenant, ce sont juste des marques, juste des rappels d'où je viens et de ce à quoi j'ai survécu. » Antoine sourit. « On a survécu à beaucoup de choses. Et maintenant, on aide les autres à survivre aussi. C'est drôle comme la douleur peut devenir un but si on la laisse faire. » La 7e année après la cage, Béatrice fêta ses 60 ans et la communauté lui organisa une fête surprise. Ce n'était pas un anniversaire luxueux, comme ceux qu'elle avait l'habitude d'avoir. Il n'y avait pas de champagne français ni de caviar. Il y avait le gâteau au yaourt de Madame Françoise, du soda de 2 litres, des chips bon marché, mais il y avait de l'amour, une vraie famille. Plus de 200 personnes chantant joyeux anniversaire, des gens dont elle avait touché la vie d'une manière ou d'une autre au cours de ces années, et quand elle souffla la bougie en faisant un vœu silencieux, elle ne demanda pas la richesse ni le pouvoir. Elle demanda juste que Dieu lui donne la santé pour continuer le travail, jusqu'à ce qu'elle termine les 107 maisons, jusqu'à ce qu'elle paie sa dette complète. Ce fut Léo, maintenant âgé de 17 ans, qui fit le discours. Il parlait avec la maturité d'un adulte, mais avait toujours cette pureté d'enfant qu'il n'avait jamais perdue. « Quand j'avais 10 ans, commença-t-il,
J'ai rencontré une femme qui était morte à l'intérieur. Une femme qui avait tout mais qui n'avait rien. Une femme que Dieu a mise sur mon chemin pour m'apprendre la foi persévérante, parce que j'ai prié pour elle pendant 8 mois, sans voir aucun résultat. 8 mois à penser que mes prières tombaient dans le vide. Mais Dieu travaillait, Dieu préparait son cœur, préparait les circonstances, préparait tout, et quand le bon moment est arrivé, tout a changé d'un coup. Aujourd'hui, cette femme est un exemple qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Continua Léo en désignant Béatrice qui pleurait sans se cacher, qu'un monstre peut devenir humain, qu'un cœur de pierre peut devenir un cœur de chair, qu'une vie gâchée peut être rachetée. Elle n'est plus cette femme d'affaires cruelle. Elle est Béatrice, notre amie, notre sœur, notre mère de substitution donnée par Dieu, et je le remercie tous les jours d'avoir prié pour elle, parce que si j'avais abandonné, si j'avais arrêté de prier, peut-être qu'elle serait encore perdue. Mais Dieu est fidèle, et quand on prie avec persévérance, il répond. Il répond toujours, ça peut prendre du temps, ça peut faire mal, mais il répond. La fête continua tard dans la nuit, musique, danse, rire, et Béatrice pensa à l'ironie. Au cours des 60 années précédentes, elle avait eu des fêtes hors de prix dans des lieux exclusifs, avec des gens qui prétendaient être des amis, mais qui n'étaient intéressés que par son argent. Et elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Maintenant, elle avait une fête simple dans une cité avec des gens qui n'avaient rien, mais donnaient tout. Et elle ne s'était jamais sentie aussi aimée, aussi complète, aussi vivante. C'était la différence entre avoir et être, entre accumuler et partager, entre vivre pour soi-même et vivre pour les autres. La 10e année après la cage, ils terminèrent les 107 maisons. Ce fut un accomplissement monumental qui avait exigé une décennie entière de travail acharné, de sacrifices constants, de foi inébranlable. La dernière maison fut livrée lors d'une grande cérémonie, avec la présence des médias, de politiciens qui voulaient profiter de l'histoire, d'organisations qui offraient leur soutien. Mais le moment le plus important fut quand Béatrice remit les clés à la dernière famille et dit « Ceci ne rembourse pas ce que je vous ai pris, rien ne le peut. Mais c'est un début, c'est la reconnaissance que j'avais tort. C'est une tentative de faire différemment. Et j'espère que vous pourrez regarder ces maisons et voir non seulement des briques et du ciment, mais voir de l'amour, du pardon, de la rédemption, voir que Dieu transforme même quand cela semble impossible. » La famille la serra dans ses bras. Et ce n'était pas une étreinte d'obligation, c'était une étreinte authentique de gratitude et de pardon. Après la cérémonie, sœur Agnès prit Béatrice à part. « Vous avez terminé, dit-elle en souriant. Laissant cette maison, la promesse tenue, oui, répondit Béatrice, mais pas avec soulagement, avec quelque chose qui ressemblait plus à de la mélancolie. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Sœur Agnès rit. Maintenant, tu continues, mon enfant. Tu crois que c'était les seules familles qui ont besoin d'une maison? Tu crois que le travail est terminé? Non. Le travail ne se termine jamais tant qu'il y a des gens qui souffrent. Tu as juste terminé une étape. Maintenant, la suivante commence. Et c'est exactement ce que fit Béatrice. Elle continua, mais pas seule. Le projet avait grandi. Il était devenu une organisation non gouvernementale appelée la Maison de la Rédemption, avec des dizaines de bénévoles, des partenariats avec des entreprises, le soutien du gouvernement, des dons réguliers. Ce n'était plus seulement Béatrice qui construisait des maisons pour payer ses dettes personnelles. C'était un mouvement plus large qui aidait des centaines de familles. Et elle n'en était qu'une partie. Une partie importante, mais une partie. Elle avait appris que la rédemption n'était pas un voyage individuel. Elle était collective. Il s'agissait de se relever ensemble, de transformer ensemble, d'aimer ensemble. Dans les années qui suivirent, ils construisirent 200 autres maisons, et chacune était une victoire contre l'inégalité, contre l'injustice, contre le système qu'elle avait elle-même perpétué pendant 30 ans. Béatrice reprit également ses études. Elle fit des études de service social. Elle voulait comprendre théoriquement ce qu'elle savait déjà en pratique. Elle voulait avoir de meilleurs outils pour aider. Elle obtint son diplôme à 65 ans. Étant l'étudiante la plus âgée de sa promotion, mais aussi la plus dévouée, son mémoire portait sur la rédemption par le travail social, sur la manière dont les personnes qui ont causé du tort peuvent devenir des agents de guérison. Il fut publié et devint une référence. Léo entra à la faculté de théologie. Il voulait être pasteur. Il voulait dédier sa vie à enseigner sur le Dieu qui transforme, sur la foi qui persévère, sur l'amour qui rachète. Il prêchait tous les dimanches.
et les églises étaient bondées parce qu'il avait l'autorité de celui qui a vécu ce qu'il prêchait. Ce n'était pas de la théorie, c'était un témoignage. Laura réalisa son rêve de devenir médecin. Elle obtint une bourse complète dans une université publique. Elle étudiait le jour et aidait dans la communauté le soir. Elle avait une clinique improvisée dans le local de l'église où elle soignait gratuitement. Sauvant des vies comme sa mère avait failli être perdue, Clarisse était devenue une leader communautaire. Elle organisait les femmes, enseignait l'artisanat, vendait les produits, utilisait les bénéfices pour améliorer la cité. Elle était respectée de tous. Marcel avait complètement abandonné la vie d'entreprise. Elle avait déménagé dans la cité, vivait dans un appartement simple, travaillait à plein temps à la maison de la Rédemption et était plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Tous ces gens avaient été transformés par le même événement, par la cage qui avait brisé Béatrice, mais qui, dans le processus, avait brisé les barrières entre les riches et les pauvres, entre les oppresseurs et les opprimés, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Quand Béatrice eut 70 ans, ils avaient déjà construit 500 maisons, aidé des milliers de familles, créé un modèle que d'autres villes copiaient. L'ancienne femme d'affaires cruelle était devenue un symbole national de rédemption. Son histoire était enseignée dans les écoles, dans les églises, dans les universités, comme un exemple que la vraie transformation est possible. Elle recevait des invitations pour donner des conférences dans le monde entier, mais en refusait la plupart parce qu'elle ne voulait pas s'éloigner du travail. Elle ne voulait pas que l'histoire devienne juste une histoire. Elle voulait qu'elle continue d'être une vie vécue chaque jour, mais elle accepta quelques invitations stratégiques et disait toujours la même chose. « Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas un exemple. Je suis juste une pécheresse qui a reçu une grâce imméritée. J'ai été un monstre pendant 30 ans. J'ai détruit des centaines de vies. J'ai causé une souffrance incommensurable. Et rien de ce que je fais maintenant n'efface cela. Mais Dieu m'a donné une chance de faire différemment. Et je choisis de faire différemment chaque jour, une brique à la fois, une famille à la fois, jusqu'au jour de ma mort, et quand je mourrai, j'espère qu'on regardera ma vie et qu'on ne verra pas les 30 années de méchanceté, mais les 40 années de rédemption, qu'on ne verra pas qui j'étais, mais qui je suis devenu par la grâce de Dieu. » Ce fut un dimanche après-midi, juste après le culte, que Béatrice sentit une vive douleur dans la poitrine. C'était une douleur différente des douleurs normales de l'âge et du travail pénible. C'était une douleur qui serrait comme une main fermée autour de son cœur. Elle essaya de le cacher, mais Léo le remarqua immédiatement. « Madame Béatrice, qu'est-ce qui se passe ?» Elle essaya de répondre, mais ses jambes flanchèrent. Elle tomba. Et la dernière chose qu'elle vit, avant de s'évanouir, fut le visage inquiet de Léo penché sur elle. Elle se réveilla à l'hôpital 3 jours plus tard. Elle était en soins intensifs, entourée de machines qui bipaient en mesurant ses signes vitaux. Et autour de son lit se trouvaient tous ceux qu'elle aimait. Léo lui tenant une main, Laura l'autre, Clarisse au pied du lit, sœur Agnès priant doucement. Marcel, Théo, Antoine, Romain, tout cela. Le médecin entra et expliqua d'une voix douce qui tentait de cacher la gravité. C'était un infarctus sévère. Le cœur est très faible. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais... Il ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Béatrice comprit combien de temps, demanda-t-elle, des jours, peut-être des semaines. Je suis désolée. Le silence qui tomba sur la chambre était lourd mais pas désespéré, car tout cela comprenait que la mort n'était pas une fin, c'était un passage. Béatrice regarda chaque visage autour d'elle, chaque personne qui avait fait partie de son voyage. « Ne pleurez pas », dit-elle d'une voix faible mais ferme. « Ne pleurez pas parce que ma vie a été bonne. Elle a été difficile, parfois douloureuse, mais elle a été bonne. J'ai vécu 70 ans, mais seules les 20 dernières années ont été une vraie vie. Les 50 premières, j'étais morte à l'intérieur. Donc je ne perds pas 70 ans. Je termine 20 années merveilleuses. » Léo serra sa main avec force. « Vous ne pouvez pas partir encore. Il y a encore tant de travail à faire. Vous continuerez, sourit Béatrice. Vous n'avez plus besoin de moi. La maison de la Rédemption est à vous maintenant. Continuez à construire, continuez à aimer, continuez à montrer au monde que la transformation est possible. Et quand quelqu'un demandera comment tout a commencé, racontez l'histoire. Parlez du garçon de 10 ans qui a prié pendant 8 mois. Parlez de la cage où j'ai enfin vu la vérité. Parlez du pardon que vous m'avez donné sans que je le mérite. Racontez tout, parce que l'histoire ne parle pas de moi. Elle parle de Dieu qui transforme l'impossible.
Elle passa 3 jours de plus à l'hôpital, 3 jours à recevoir des visites, 3 jours à dire au revoir à toute une communauté qui défilait dans sa chambre, malgré les règles strictes des soins intensifs. Les infirmières tentèrent de les en empêcher, mais abandonnèrent quand elles virent que c'était inutile. Elles laissèrent les gens entrer un par un, et chacun avait quelque chose à dire. Monsieur Gérard dit que la maison qu'elle avait construite avait été le premier endroit où il avait dormi en paix après avoir perdu la sienne. Madame Françoise dit qu'elle n'oublierait jamais le jour où Béatrice avait commencé à travailler avec elle à la cuisine communautaire. Monsieur Balthazar dit qu'elle avait prouvé qu'une jambe de bois fait moins mal qu'un cœur de pierre. Les enfants apportèrent des dessins, les adultes des larmes. Tous apportaient de la gratitude. Et Béatrice recevait tout, avec l'humilité de celle qui sait qu'elle ne le mérite pas, mais qui accepte parce que la grâce est ainsi, imméritée mais réelle. La dernière nuit, quand tout le monde était parti, sauf Léo qui refusait de s'en aller, elle lui demanda sa petite Bible. Cette même Bible usée qu'il portait depuis 20 ans, elle l'ouvrit à une page au hasard et lut à haute voix. Matthieu 25, verset 40. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Elle ferma le livre et regarda Léo. « Merci, dit-elle. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir prié quand ça semblait inutile. Merci de m'avoir montré Jésus. Je n'ai rien fait, pleura Léo. C'est Dieu qui a tout fait, c'est vrai, acquiesça Béatrice. Mais il s'est servi de toi. Il a utilisé tes petites mains pour m'atteindre quand j'étais au fond du gouffre. Il a utilisé ta foi pour me donner de l'espoir. Alors merci. » Le lendemain matin, avec le soleil se levant et peignant le ciel de rose et d'orange, avec Léo dormant inconfortablement sur la chaise à côté du lit, avec les machines bipant le rythme lent du cœur qui s'arrêtait peu à peu, Béatrice ferma les yeux pour la dernière fois dans ce monde. Il n'y avait pas de peur sur son visage, pas de regret. Il y avait la paix de celle qui avait vécu intensément les 20 dernières années, la paix de celle qui avait réparé ce qu'elle avait brisé, la paix de celle qui avait aimé et été aimée vraiment, la paix de celle qui avait trouvé Dieu dans les endroits les plus improbables, dans une cage, dans les mains d'un jeune chiffonnier, dans le pardon immérité de personnes qui avaient toutes les raisons de la haïr. Elle mourut comme elle était née de nouveau dans cette cage, brisée mais pas détruite, humble mais pas vaincue, complètement transformée de ce qu'elle avait été. Le moniteur émit un son continu. Les infirmières entrèrent en courant. Les médecins tentèrent de la réanimer, mais c'était inutile. Le cœur avait battu son dernier battement. Léo se réveilla avec le bruit, comprit immédiatement ce qui s'était passé, s'agenouilla à côté du lit en tenant la main encore chaude de Béatrice et pria « Merci Jésus de l'avoir sauvé. Merci d'avoir répondu à mes prières même si ça a pris du temps. Merci de montrer qu'il n'est jamais trop tard. Merci pour sa vie, pour les maisons qu'elle a construites, pour les vies qu'elle a touchées, pour l'exemple qu'elle a laissé. Reçois-la maintenant dans ton royaume. Elle a payé ses dettes ici. Maintenant, laisse-la reposer en paix. » Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, non pas dans un cimetière privé de luxe où l'ancienne Béatrice aurait été enterrée, mais dans le cimetière public de la banlieue Est, à côté de gens simples, de gens pauvres, de gens qu'elle avait appris à aimer. Des milliers de personnes y assistèrent, toute la cité descendit. Les 107 familles qui avaient reçu des maisons vinrent de tous les coins de la ville. Les bénévoles de la Maison de la Rédemption, les gens qui avaient été touchés par l'histoire, le cortège fut immense, et tandis qu'ils portaient le simple cercueil en bois sans luxe, ils chantaient des hymnes, pas des hymnes tristes, mais des hymnes de victoire, parce qu'ils n'enterrèrent pas quelqu'un qui avait perdu. Ils enterrèrent quelqu'un qui avait vaincu, quelqu'un qui avait été complètement transformé. Léo fit le sermon. Il parla de la foi persévérante, de la grâce transformatrice, de l'amour qui rachète, de Dieu qui n'abandonne jamais personne, aussi mauvais soit-il. Et à la fin, il dit quelque chose qui resta gravé dans tous ceux qui l'écoutèrent. La vie de Béatrice nous enseigne que notre histoire n'est pas définie par son début. Elle est définie par sa fin. Peu importe combien d'années vous avez mal vécu, ce qui compte, c'est que vous choisissiez de bien vivre à partir de maintenant. Elle a vécu 50 ans comme un monstre, mais 20 ans comme une humaine. Et les 20 ont vaincu les 50. Alors si vous entendez cela et que vous pensez qu'il est trop tard pour changer, regardez son exemple et comprenez, il n'est jamais trop tard. Dieu vous attend, Dieu vous veut, Dieu peut vous transformer complètement.
Il a juste besoin que vous vous abandonniez, que vous acceptiez la grâce, que vous laissiez l'ancien mourir pour que le nouveau naisse. Quand ils descendirent le cercueil, quand ils jetèrent la terre par-dessus, quand ils placèrent la simple pierre tombale avec son nom, ses dates et la phrase qu'elle avait elle-même choisie avant de mourir. « J'étais perdue, mais j'ai été retrouvée. J'étais morte, mais j'ai été ressuscitée, grâce à Dieu et à un garçon qui n'a jamais cessé de prier. » Quand tout fut terminé et que les gens commencèrent à partir, Léo resta. Il resta là, debout devant la nouvelle tombe, regardant la terre encore meuble. Laura vint se tenir à ses côtés, puis Clarisse, puis sœur Agnès, puis Marcel, Théo, Antoine, Romain. Tous restèrent en cercle autour de la sépulture. Non pas en deuil, mais en célébration. Elle a réussi, dit finalement Léo en brisant le silence. Elle a réussi à se transformer complètement. Elle a réussi à payer ses dettes. Elle a réussi à prouver que Dieu transforme. Et maintenant, demanda Laura. Maintenant on continue, répondit Léo. La maison de la rédemption ne s'arrête pas parce qu'elle est morte. On continue à construire des maisons, on continue à aider des familles, on continue à montrer au monde que la rédemption est possible. C'est son héritage. Non pas les maisons qu'elle a construites, mais le mouvement qu'elle a commencé. La preuve vivante que même les pires peuvent être rachetés s'ils acceptent la grâce. Ils prièrent ensemble, remerciant pour la vie de Béatrice, demandant la force de continuer le travail. Et quand ils eurent terminé, ils retournèrent ensemble à la cité, au travail, à la vie qui continuait. 10 ans après la mort de Béatrice, la Maison de la Rédemption avait construit 3000 maisons, aidé 15 000 familles, était présente dans 20 villes françaises, était devenue un modèle international copié dans d'autres pays. Léo était un pasteur renommé qui parcourait le monde en racontant l'histoire. Laura était un médecin qui dirigeait un hôpital communautaire traitant des milliers de patients pauvres chaque année. Clarisse était devenue auteure. Elle avait écrit un livre racontant toute l'histoire de son point de vue, un livre qui s'était vendu à des millions d'exemplaires et dont tous les bénéfices avaient été reversés à la Maison de la Rédemption. Marcel était la directrice exécutive de l'organisation, gérant un budget de plusieurs millions, coordonnant des centaines de bénévoles, mais elle vivait toujours dans un appartement simple parce qu'elle avait appris que le bonheur ne vient pas du confort. Théo, Antoine et Romain étaient des chefs de chantier qui enseignaient aux jeunes de la cité une profession digne, leur donnant l'opportunité qu'eux-mêmes n'avaient jamais eue. Sœur Agnès était morte à 90 ans en dormant paisiblement, mais avant elle avait vu le miracle qu'elle avait prophétisé. Elle avait vu Béatrice transformée. Elle avait vu une communauté restaurée. Elle avait vu Dieu travailler de la manière impossible que lui seul sait le faire, et dans chaque maison construite, dans chaque famille aidée, dans chaque vie transformée. L'héritage de Béatrice continuait de vivre, non pas comme la femme d'affaires cruelle qu'elle avait été, mais comme la femme rachetée qu'elle était devenue, prouvant chaque jour qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que la grâce est plus forte que le péché, que l'amour vainque la haine, que le pardon libère, que Dieu transforme. Et si vous lisez cette histoire, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous aussi vous avez besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard, que peu importe ce que vous avez fait, Dieu peut vous transformer, que peu importe à quel point vous êtes tombé bas, il y a encore de l'espoir, que la rédemption n'est pas seulement pour quelques privilégiés, elle est pour tous ceux qui l'acceptent, y compris vous. Alors n'abandonnez pas, continuez à prier comme Léo a prié. Continuez à croire que le miracle est possible. Continuez à aimer même quand ça fait mal. Et un jour, quand votre histoire sera racontée, qu'elle soit une histoire de transformation, de rédemption, d'amour qui a vaincu. Parce qu'au final, c'est ce qui compte. Pas combien d'argent nous avons accumulé, pas combien de pouvoir nous avons eu, mais combien de vies nous avons touchées, combien d'amour nous avons donné, combien de nous-mêmes nous avons donné pour rendre le monde un peu meilleur. C'est ça le vrai succès. C'est ça la vraie richesse. Et si vous avez appris quelque chose de l'histoire de Béatrice, si vous avez été touché, transformé, inspiré, alors partagez-la, racontez-la à d'autres, laissez votre commentaire ci-dessous sur ce que cette histoire a signifié pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour entendre plus d'histoires qui transforment et par-dessus tout, vivez votre propre histoire de rédemption. Parce que Dieu attend, il attend de vous transformer, il attend de vous utiliser, il attend de montrer que vous aussi vous pouvez être racheté, peu importe ce que vous avez fait, peu importe jusqu'où vous êtes allé.
Il n'est jamais trop tard tant que vous êtes en vie. Alors commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Choisissez différemment. Aimez plus. Pardonnez plus. Soyez plus. Et laissez Dieu faire le miracle que lui seul peut faire. Transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Transformer un monstre en un humain. Transformer la mort en vie.